L'histoire que je vais vous raconter, elle nous est partagée par Myriam qui bosse à la morgue depuis 3 ans. Alors je suis allé voir parce qu'elle a donné des trucs techniques en anglais, je n'ai pas trop compris. Mais plus ou moins de ce que j'ai réussi à comprendre, c'est qu'elle a un poste d'agent de chambre mortuaire. Voilà, elle nous dit que c'est pas vraiment le taf de rêve, mais ça paye bien et puis elle s'y est faite à force. Elle connaît les lieux par cœur, chaque recoin, chaque bruit, même les odeurs ne la dérangent plus. La salle principale est froide, pas juste à côté de la clim, mais parce qu'il y a toujours ce silence glacial. Pas de fenêtre, juste des néons qui donnent une lumière blafarde. Mais bon, elle fait son job, elle nettoie, elle désinfecte et puis elle rentre chez elle, sans trop se poser de questions. Fabien, son supérieur plus ou moins, si j'ai bien compris, il est thanatopracteur. Il est cool, il est un petit peu taquin, mais jamais méchant. Il aime bien la charrier de temps en temps. Aujourd'hui, il lui a fait un petit sourire en coin avant de partir. Tu pourrais nettoyer les trappes vers 22 h, elles en ont bien besoin. C'est ce qu'il lui dit et Myriam a juste levé les yeux au ciel. Elle sait que Fabien, il est du genre à préparer un petit coup tordu, genre cacher quelque chose pour lui faire peur. Bon, ça l'agace un peu, mais elle le laisse faire parce que ça reste gentil au fond. La nuit tombe vite ici quand Myriam se retrouve toute seule dans la morgue. Je peux vous dire que c'est un autre monde. Enfin, ça c'est elle qui le dit, moi je suis jamais allé dans une morgue de base, plus surtout pas la nuit. Même si elle sait que tout est normal, elle peut pas s'empêcher d'avoir cette petite boule dans le ventre. Il fait sombre, les néons clignotent parfois et surtout il y a ce silence de mort, sans mauvais jeu de mots. Elle n'aime pas trop le moment où elle doit passer près des trappes, ces grands tiroirs où ils mettent les corps. Elle sait que c'est juste des morts, rien de plus, mais quand t'es seule, ça te fout quand même les chocottes. Elle regarde sa montre, 22 h approchent. Elle sait que Fabien a prévu un truc, mais elle se dit qu'elle va pas se laisser impressionner. Je fais mon taf, je termine vite et je rentre. C'est ce qu'elle se répète. Elle s'équipe de ses gants, prend son seau et son balai et se dirige vers l'arrière de la salle, là où les trappes sont. C'est calme, peut-être trop calme. D'habitude, il y a toujours un petit bruit, un moteur, une porte qui grince, un truc. Mais là, rien, juste le silence. Myriam sent son cœur battre un peu plus vite, même si elle se dit que c'est juste Fabien qui prépare sa petite blague. Myriam avance doucement, son balai à la main, comme si elle voulait pas trop faire de bruit. Elle arrive près des trappes, ces grands tiroirs en métal qui glissent avec un bruit sourd quand on les ouvre. Elle en a déjà nettoyé des dizaines de fois. Mais ce soir, l'ambiance est bizarre. Il y a un truc qui la met pas à l'aise. Pourtant, elle se répète que c'est juste Fabien qui va tenter de lui faire peur. Il va pas manquer l'occasion, c'est sûr. Elle jette un coup d'œil rapide autour d'elle. Tout est normal, pas de Fabien planqué dans un coin à faire le malin. Elle prend une grande respiration, puis commence à nettoyer. Elle essuie, frotte, essaye de se concentrer sur son boulot. Mais chaque petit bruit la fait sursauter. Un coup, c'est une porte qui grince. Un autre, c'est un néon qui fait un petit bzzz. Elle se moque d'elle-même. T'es ridicule, ma vieille. C'est juste en imagination. Mais il y a un truc qu'elle peut pas ignorer. Cette sensation d'être observée. Comme si quelqu'un la regardait tapis dans l'ombre. Elle tourne la tête rapidement, vérifie derrière elle, mais rien. Juste cette salle froide et vide. Elle continue à frotter, un peu plus vite maintenant, comme si elle voulait en finir le plus vite possible. Soudain, un bruit fort, un claquement. Elle se retourne d'un coup, le cœur battant. Encore rien. Elle soupire, secoue la tête et s'engueule mentalement. Arrête de flipper, c'est sûrement Fabien avec son coup foireux. Mais plus elle avance dans le nettoyage, plus l'atmosphère devient lourde. Il y a un truc qui cloche, elle le sent. Les trappes en métal sont juste là, alignées comme des tiroirs géants. Elle hésite un moment avant de s'approcher de celle qu'elle doit nettoyer. Elle tire dessus et le bruit du métal qui grince résonne dans la pièce, amplifiant son malaise déjà présent. Le tiroir est vide, mais ça la rassure pas vraiment. Soudain, un bruit de pas, léger, presque imperceptible, mais assez pour la faire arrêter net. « Fabien, c'est toi ?» Elle attend, mais rien ne répond. Le silence est encore plus oppressant. Elle commence à se dire que c'est plus une blague, mais avant qu'elle puisse réfléchir, la sensation de danger s'installe pour de bon. Quelque chose ne va vraiment pas. Elle serre son balai plus fort. « Faut que je sorte d'ici », murmure-t-elle pour elle-même. Mais au moment où elle fait un pas vers la sortie, un craquement retentit derrière elle. Un frisson glacé lui traverse la colonne vertébrale. Elle n'est plus seule. Myriam se fige. Le craquement derrière elle n'a rien de normal. Elle sent une sueur froide couler le long de sa nuque. Son cœur bat si fort qu'elle a l'impression qu'il va exploser dans sa poitrine. Elle se retourne lentement, priant pour voir Fabien avec un sourire moqueur. Mais il n'y a personne, juste l'obscurité qui semble plus oppressante que jamais. Elle fait un pas en arrière, puis deux. Son cerveau tourne à plein régime.
Elle essaye de se convaincre que tout ça, c'est encore une blague. Mais son instinct lui hurle de se barrer. Ses yeux scrutent la pièce, cherchant une sortie. Mais son corps est paralysé par la peur. Les néons grésillent au-dessus d'elle, créant des ombres mouvantes qui rendent l'atmosphère encore plus angoissante. Puis elle le voit, une silhouette, juste au bord de son champ de vision, se déplace lentement, presque silencieusement vers elle. Et ce n'est pas Fabien, c'est un inconnu, grand et massif. Il a une démarche fluide et sinistre. Il avance sans un bruit, comme s'il faisait partie de l'ombre elle-même. « Qui êtes-vous » crie-t-elle d'une voix tremblante. Pas de réponse. L'homme continue d'avancer, ses yeux rivés sur elle. Son visage est à moitié dissimulé par une capuche, mais elle peut sentir une aura de menace émaner de lui. Myriam se met à trembler, l'adrénaline coule dans ses veines. Elle cherche une issue, mais ses jambes sont lourdes, presque immobiles, comme si la terreur les clouait sur place. L'inconnu se rapproche encore, tendant une main vers elle. « Recule !» hurle-t-elle, agitant son balai devant elle, comme si c'était une arme. Mais il ne s'arrête pas, il continue de s'approcher, implacable, sans un mot, son regard glacial fixé sur elle. D'un geste brusque, il attrape le balai et le jette au sol d'une seule main, comme s'il ne pesait rien. Myriam pousse un cri de panique et tente de reculer, mais il est déjà sur elle. Il la plaque contre la trappe métallique, l'étouffant sous son poids. Elle lutte, elle se débat, frappant de toutes ses forces, mais il est trop fort, trop grand. Sa main massive serre son cou, coupant peu à peu son souffle. Elle essaye de hurler, mais aucun son ne sort. Ses mains griffent le bras de l'agresseur, cherchant désespérément à se libérer, mais c'est inutile. Ses poumons brûlent, la pièce autour d'elle commence à se flouter. Elle sent la panique la submerger, son cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Au bord de l'évanouissement, Myriam sent sa main frôler quelque chose de dur sur le sol. Un des outils de nettoyage qu'elle a fait tomber dans la panique. Ses doigts se referment autour du manche d'une serpillière. Elle rassemble toutes ses forces et frappe l'agresseur à la tête. Le coup le surprend assez pour relâcher sa prise. Myriam profite de l'instant pour se dégager et reculer en titubant, haletante, sa gorge en feu. Mais l'agresseur est déjà debout, son regard encore plus froid, encore plus dangereux. Il avance de nouveau, prêt à finir ce qu'il a commencé. Myriam sait qu'elle ne tiendra pas longtemps si elle n'a pas de renfort. Elle recule vers les trappes, la panique montant encore d'un cran. Elle est sur le point de céder quand soudain un bruit métallique résonne dans la pièce. Une des trappes s'ouvre violemment. Fabien surgit de la trappe, décochant un coup direct à l'agresseur, qui vacille sous l'impact. Et cette fois-ci, c'était pas une blague. Fabien avait bien prévu de lui faire peur en sortant de là, mais la situation a viré au cauchemar. Il se rue sur l'agresseur, essayant de maîtriser ce monstre qui ne semble même pas ressentir la douleur. Il se jette sur l'agresseur, le frappant avec toute la force qu'il peut rassembler. Mais le type est un mur, il encaisse les coups sans broncher, se tournant vers Fabien avec un sourire glacial, presque amusé. Myriam, encore sonnée, recule, les jambes tremblantes, tout en cherchant une sortie du regard. Mais elle ne peut pas laisser Fabien seul face à ce monstre. « Fabien, fais gaffe !» crie-t-elle, mais il est déjà pris dans un combat désespéré. L'agresseur riposte d'un coup de poing rapide et violent dans les côtes de Fabien, qui gémit de douleur avant de reculer, en titubant. Il tente de reprendre son souffle, mais l'homme le saisit par le col et le projette contre une des trappes avec une force brutale. Le choc est violent et Fabien s'effondre au sol, groggy. Du sang coule de son arcade, formant une petite flaque à côté de lui. Myriam regarde, horrifiée. Fabien est sérieusement amoché, mais il essaye quand même de se relever. « Putain, laisse-le tranquille !» hurle Myriam, ramassant un objet métallique qui traîne à proximité, un plateau d'autopsie. Elle balance le plateau de toutes ses forces sur la tête de l'agresseur, qui grogne sous l'impact. Mais ça semble juste l'énerver encore plus. Fabien, malgré la douleur, se redresse avec difficulté et attrape une barre métallique au sol, prêt à continuer à se battre. Ensemble, ils se placent entre l'agresseur et la sortie. Myriam serre les poings, prête à en découdre. Fabien, même amoché, a encore ce regard déterminé. Ils n'ont plus d'autre choix. Ils doivent le maîtriser ou ils ne sortiront jamais d'ici. L'agresseur les fixe, son visage déformé par une rage froide. Il avance, lentement, comme s'il prenait plaisir à les voir paniquer. Myriam et Fabien se regardent essoufflés, les muscles tendus. Ils savent qu'ils ne tiendront pas longtemps. Le moindre faux mouvement, et c'en est fini. L'homme se jette sur eux avec une vitesse fulgurante. Fabien, malgré son état, réagit en premier et lève sa barre métallique pour parer le coup. Le choc est brutal. Le métal résonne dans toute la salle et Fabien titube, peinant à garder son équilibre.
Mais cette fois, l'agresseur semble déstabilisé. Il grogne de frustration, puis lève le poing pour frapper à nouveau. Myriam, voyant que c'est sa chance, se jette sur l'homme brandissant le plateau métallique. Elle lui frappe violemment à l'arrière du crâne. L'impact est sourd, l'agresseur vacille, puis tombe lourdement au sol. Pendant une seconde, le silence retombe dans la pièce. Il reste figé, haletant, sans y croire. Le type ne bouge plus. Myriam, les mains tremblantes, lâche enfin le plateau qui résonne sur le sol. Elle jette un coup d'œil à Fabien qui s'effondre presque, le visage en sang et le souffle court. « Ça va? T'es encore avec moi ?» demande-t-elle, paniquée. « Ouais, je suis là. Mais putain, je vais sentir ça pendant des semaines. » grogne Fabien en s'appuyant sur la trappe pour se redresser. Ils n'ont pas le temps de célébrer leur survie. Myriam s'approche prudemment de l'agresseur, vérifiant s'il est toujours conscient. Il respire encore, mais il est sonné, complètement KO. Elle soupire de soulagement, puis recule d'un pas. « Faut appeler la police !» dit-elle en sortant son téléphone d'une main tremblante. Ses doigts glissent sur l'écran, mais elle parvient enfin à composer le numéro d'urgence. Pendant qu'elle explique la situation, Fabien s'assoit lourdement sur le sol, grimaçant de douleur. Il se tient à les côtes, probablement fêlé, mais il sourit malgré tout. « J'ai bien fait de sortir de cette trappe, non ?» lâche-t-il avec un petit sourire en coin, essayant de détendre l'atmosphère. C'est son truc à lui. Myriam le regarde, a un sourire épuisé sur les lèvres. « Ouais, tu m'as sauvé la mise, même si t'as failli y passer. » S'ensuit un blanc pendant un certain moment. Ils échangent un regard complice malgré les circonstances. Le bruit des sirènes au loin les ramène à la réalité. Le cauchemar est terminé, pour l'instant. Les sirènes de la police retentissent de plus en plus fort, brisant le silence oppressant de la morgue. Myriam et Fabien, épuisés, s'adossent contre le mur, attendant que tout soit enfin terminé. Les secours arrivent rapidement et 2 policiers se précipitent dans la pièce, armes en main, tandis qu'un 3e agent s'approche prudemment de l'agresseur étendu au sol. « Vous allez bien ?» demande l'un des policiers, en s'adressant particulièrement à Myriam. Elle hoche la tête, encore sous le choc. Fabien, lui, se laisse examiner par les ambulanciers qui vont arriver. Quelques minutes plus tard, l'agresseur est menotté et remis sur pied. Il a repris connaissance, mais son regard est toujours aussi froid et étrange. Un des policiers lui demande ce qu'il foutait là. « Pourquoi t'as attaqué cette femme? Qu'est-ce que tu faisais dans une morgue à cette heure-là » L'homme lève les yeux, son expression impassible. Il répond d'une voix calme, presque monotone. « Je voulais dormir ici. C'est calme la morgue. J'aime bien les morgues. Personne te dérange. » Un frisson parcourt Myriam à ces mots. Dormir dans une morgue? Rien n'a de sens. Mais une chose est sûre, cet homme n'était pas là par hasard. Peut-être qu'on ne saura jamais vraiment ce qui l'a poussé à entrer ici et à agir de façon aussi violente. Mais maintenant, il est sous contrôle et le cauchemar est fini. Fabien, malgré ses blessures, regarde Myriam et souffle. « Ah bah là, on va en avoir des histoires à raconter nous, hein ?» Myriam esquisse un petit sourire fatigué. Les policiers les escortent hors de la morgue. La nuit dehors semble enfin moins menaçante. Myriam jette un dernier coup d'œil à la bâtisse silencieuse derrière eux, encore sous le choc de ce qui vient de se passer, mais prête à passer à autre chose. Sachant qu'elle a continué ça pendant 3 ans après cet événement et qu'il ne s'est toujours rien passé. Donc en tout, elle a fait à peu près 6 ans dans le métier et c'est la seule expérience chelou qu'elle a eue, du moins de ce genre-là. Du coup, elle nous dit que travailler dans une morgue, c'est pas forcément plus dangereux que dans un autre boulot. Bref. Bref, c'est un homme de 35 ans qui vit à Seattle et il est passionné de fou par tout ce qui touche au paranormal. Vidéos de chasseurs de fantômes, légendes urbaines et histoires de maisons hantées. Tout ça, ça le fascinait. Pour vous dire, il écoutait des podcasts et des sortes de threads d'horreur, mais aux États-Unis. Le truc, c'est que sa curiosité pour l'inconnu le pousse toujours à chercher plus loin, à aller au-delà des limites ordinaires. Du coup, de fil en aiguille, un soir, en naviguant sur un forum de passionnés de paranormal, Julien découvre un sujet qui parle de Mystery Box qui est vendu sur le dark web. Il se dit « Ah ouais, trop bien le principe de Mystery Box, j'aime bien et tout ». Bon, pour ceux qui sont pas familiers du concept, eh bien pour une somme donnée, tu peux avoir des objets inconnus et le but, ça va être de découvrir. Et ça, tu peux le faire dans tous les domaines, que ça soit des cartes Pokémon, des objets étranges avec notre cher Grand JD. Et t'en as pour tous les budgets, comme on peut le voir avec MrBeast. Pour en revenir à l'histoire, Julien, ça le chauffe de fou ce genre de concept. Mais aller sur le dark web, c'est pas son truc pour l'instant. Alors, il regarde s'il peut avoir des trucs sur le paranormal, mais en plus soft. Et il va justement trouver des sites pour ça, et il va porter son attention dessus. Et assez vite, il va recevoir ce qu'il a commandé. C'est même arrivé super vite, il nous précise.
Le livreur lui a mis une notif comme quoi son colis était devant chez lui. Sauf qu'à ce moment-là, Julien, il est au boulot. Mais tout content de se dire, bon bah, ce soir, petit gros kiff. Il rentre chez lui et let's go, il y a un carton qui est bien là, à l'attendre gentiment. Bon, le colis est plutôt léger, ça va. Un peu déçu de ce côté, il s'attendait à ce que ça soit plus lourd, mais bon, voilà, c'est comme ça. Il va se mettre dans son espèce de bureau et il ouvre tout ça, en ayant pris au passage un couteau. Et là, en vrai, un petit peu de déception de son côté. Il y a une poupée en céramique avec le visage cassé, une peluche qui ressemble vite fait à la peluche Robert. Je vous mets une petite photo là. Une sorte de poupée de chiffon avec des clous et ce qui ressemble à du sang. Une bague qui semble ancienne mais rien de spécifique. Des sortes de cartes de tarot, une fiole avec des trucs qui ressemblent à des ongles. Et en vrai, bah c'est tout. Voilà, fin du colis. Bon, c'est sympa pour lui, mais ça manque d'un petit truc. Et dans sa tête, il y a une petite voix qui lui dit tu te souviens de ce qu'ils ont dit sur le forum là ? Oui, acheter ce genre de concept, mais sur le dark web. Alors il va y réfléchir encore pendant 2-3 jours et à partir de là, il se dit allez, c'est parti, j'attends de choper ma paye et j'achète ça. En plus, ça me permettra d'y réfléchir et de me renseigner un peu pour naviguer sur le dark web. Julien il s'est donc entraîné, si je puis dire, pour aller sur ces sites cachés et trouver enfin une boutique en ligne proposant des mystery box spécialement liés au paranormal. La description de la boîte qu'il choisit, elle est vachement vague mais inquiétante. Contient des objets ayant appartenu à des rituels interdits et à des âmes tourmentées. L'idée d'obtenir quelque chose de véritablement étrange et potentiellement dangereux, ça excite Julien de fou. Après avoir payé une bonne petite somme en crypto-monnaie, Julien reçoit la confirmation que sa boîte sera livrée dans quelques jours. L'attente lui paraît interminable, mais son excitation grandit de jour en jour. Et en même temps, son sentiment de se dire bon, c'est sûr, je vais être déçu encore une fois. L'autre boîte, elle était ok, mais il aurait aimé mieux. Avance rapide d'une semaine, et cette fois, il a découvert le colis en rentrant chez lui. Aucune notif nulle part, comme quoi il avait été livré. Le colis est sur son porche sans aucune marque distinctive. Simplement une boîte en carton marron. Julien le prend et c'est direction son bureau. Juste avant, il a trop faim. Donc, il va se prendre un petit truc à manger dans le frigo. Au passage, il va prendre le couteau et let's go, c'est parti pour le déballage. Il est dans son bureau, le colis devant lui, petit couteau sur le carton et il le déballe avec impatience. À l'intérieur, il trouve une boîte en bois un peu usée. Une vieille poupée en porcelaine au visage fissuré. Un peu comme la dernière fois, mais cette fois-ci, l'énergie est pas du tout la même. Une montre à gousset ancienne arrêtée à 3h15. Une bougie noire déjà partiellement fondue et une lettre écrite à la main. Sur la lettre, c'est écrit « Ces objets ont une histoire. Utilisez à vos risques et périls. Le temps ne sera jamais plus votre allié. » Ok, franchement, ça peut paraître pas grand-chose pour le coup. Mais il a eu plus de sensations que la dernière fois. Il pourra pas forcément nous le décrire parce que c'est du ressenti, mais c'est une question d'énergie en soi. Les objets, c'est comme s'ils avaient une présence. Dès la première nuit, après l'ouverture de la boîte, des événements étranges commencent à se produire. Julien va se réveiller à 3h15 en entendant des chuchotements et des bruits de pas dans sa maison. Alors oui, 3h15, si t'as pas capté, c'est l'heure qui était figée sur la montre à gousset. Par contre, le truc c'est que lui, sur le coup, il avait pas capté, c'est qu'après qu'il a compris. D'ailleurs, ce après, venons-en direct. La nuit d'après, il est encore réveillé dans la nuit et il regarde l'heure sur son téléphone et il est 3h15. Et là, il a un petit doute et il se dit attends, je vais aller regarder dans le carton, voir la montre à gousset. Il se rend dans le bureau et il fouille dans le carton. Et oui, sur cette montre, il est bien 3h15 du matin. Autre détail surprenant, la poupée en porcelaine est en dehors du carton. Bon, il se dit qu'il a dû oublier de ranger, mais bon, c'est pas son genre quand même. Tant pis, il y fait pas plus attention que ça, il est 3h15, il a la tête dans le cul et il retourne se coucher. Maintenant, ce que je vais vous raconter se passe sur plusieurs jours. Et pendant ces jours et nuits, Julien, il est encore réveillé à 3h15. Pas toutes les nuits, mais c'est assez régulier. En plus de ça, il est de plus en plus fatigué. Normal, vous allez me dire, vu qu'il se réveille et qu'il a du mal à se rendormir. Mais c'est pas forcément ça. De plus en plus, il ressent une énergie négative envahir la maison. Il peut parfois avoir des ombres sur les murs, entendre des chuchotements. Une fois, quand il était en train de se préparer dans la salle de bain, il aurait juré avoir vu la poupée dans le reflet du miroir. Il a sursauté, il s'est retourné, mais non, elle n'était pas là. Il est allé vérifier dans le bureau et là, très bizarre, sur la chaise se trouvait la poupée. Alors que là,
il le sait très bien. Il l'avait rangé dans le carton. Après ça, il commence à devenir, comme il le dit, un peu parano. Il tente des sortes de feintes. Il se retourne comme ça, sans crier garde, pour voir s'il n'y aurait pas quelqu'un ou quelque chose derrière lui. Un jour, Julien rentre chez lui et il va pour aller dans la cuisine, mais là, de sa vision périphérique, il peut voir quelque chose qui va pas du tout lui plaire. Sur le canapé est posée tranquillement la poupée. Là, il a qu'une envie, c'est de prendre la poupée et de la fracasser par terre. Mais il en a assez vu pour ne pas le faire et ne pas lâcher une sorte de malédiction ou quoi. Alors il prend la poupée et la remet dans le carton, dans son bureau. Par contre, après ça, il va prendre tous les objets reçus en photo et il va aller voir sur plein de forums différents pour savoir si des personnes ont des informations sur ces objets. Au début, il fait chou blanc, mais à un moment, il reçoit un message privé qui lui dit que ces objets sont des catalyseurs. Ils ouvrent une porte entre notre monde et celui des esprits tourmentés. La montre de poche symbolise le temps perdu des âmes en peine et la poupée est un réceptacle pour les esprits malveillants. En lisant ça, Julien il est en mode il sait pas quoi faire en fait de ces informations. Il est en mode ça me paraît insensé comme histoire. Mais bon, est-ce que ça paraît plus sensé qu'une poupée qui se déplace toute seule dans la maison? Et à partir de ce moment-là, Julien il se dit ok, c'est bon, j'en ai marre. Je vais les vendre et il va les mettre en ligne sur un site d'annonce. Le soir même où il a fait ça, il est réveillé par une très grosse masse sur lui. Il peut plus du tout bouger. Il a du mal à respirer. Il essaye de prendre des bouffées d'oxygène, mais rien n'y fait. Il n'arrive même pas à ouvrir les yeux. Il essaye de crier, mais c'est impossible. Il va enfin réussir à ouvrir les yeux. Et il aurait préféré ne pas le faire. Ce qu'il va voir le terrifie encore aujourd'hui. Il peut voir une masse sombre et noire, informe, comme si c'était du gaz sombre qui se posait sur lui. Mais il arrive quand même à distinguer un semblant de forme humaine. Il arrive plus ou moins à distinguer une sorte de visage dans les ténèbres. Et ce qu'il va voir, c'est le visage souriant de cette poupée, lui faisant un clin d'œil avant de se rapprocher de son visage. Cette chose va lui hurler dessus avec un cri strident qui lui perce les tympans pendant une dizaine de secondes. Un souffle froid lui parcourt le corps. Il ferme les yeux pendant une milliseconde et tout ce cauchemar est terminé. Il est dans son lit, trempé de la tête aux pieds. Il se lève enfin et il est 13h18. Tout ceci n'a duré que quelques secondes et pourtant, il a l'impression que ça a duré une éternité. Il décide alors de prendre une douche et il va d'un pas déterminé dans son bureau. Il vérifie le contenu du carton. Aucun objet n'est manquant. Il prend du scotch, ferme le tout bien comme il faut. Il prend alors le carton et le met à l'arrière de son véhicule, direction un box qu'il loue en centre-ville. Une fois sur place, il le dépose le plus loin possible. Après ça, il revient chez lui et baisse le prix de l'annonce à une miette de pain comparé au prix auquel il a acheté ses objets. Il n'a pas dormi du reste de la nuit. Il est parti au travail exténué. Et il a même pratiquement eu un accident de travail ce jour-là, tellement il était fatigué en fait. Il est rentré chez lui, il a pu voir que l'annonce avait trouvé un acheteur. Il est clairement soulagé de voir ça. Il reprend sa voiture direction l'entrepôt. Il ouvre le box et là il peut voir que tout est sans dessus-dessous. Énormément d'objets sont par terre alors qu'ils ne devraient pas. Tant pis, Julien il s'en fout. Il prend le colis et il l'emmène le plus rapidement possible à une agence d'envoi de colis. À partir de ce moment-là, il se sent soulagé. Mais au début, il se dit que c'est l'effet placebo. Tu prends un médicament et en fait tu penses que ça va mieux car tu l'as pris. Et qu'il fait effet alors qu'en fait non. C'est toi-même qui te sens mieux au niveau psychophysiologique. Bref non, en tout cas ce n'est clairement pas un effet placebo. Puisqu'après s'être débarrassé de ce carton, bizarrement il a réussi à refaire ses nuits. Il se sent plus observé. Il va bien, il va même mieux qu'avant l'apparition de cette boîte. Depuis cette expérience, Julien est un peu moins branché paranormal, étrange, inexpliqué. Ça le botte un peu moins. Il a décidé de se trouver une autre passion et ce sont les sneakers. Alors au cas où, c'est pas les bonbons gâteaux, non c'est des paires de chaussures. Voilà, c'est comme ça que ça se dit aux États-Unis. Et c'est comme ça que se termine ce thread d'horreur. Voilà. Ceux qui kiffent le paranormal, là je pense que vous êtes un petit peu gâtés quand même. Il est vraiment bien. Bon alors ceux qui voudraient acheter des mystery box, je n'en fais pas. Ça aurait été une promo de fou, genre j'aurais fait ouais les gars, Delcor sur la... Je fais des promos et tout. Je sais pas ce que j'ai à vendre. Les gars, ce stylo, paf, mystery box, il sera dedans. Non, je déconne. Bref, allez, je vais cut ce thread et on va passer au prochain parce que sinon je vais commencer à dire n'importe quoi. Allez, prochain thread. Je n'imagine pas la peur que doivent vivre les parents qui perdent leur enfant. Les secondes paraissent des minutes et les minutes se transforment en heures. Et les heures en semaines carrément. On a l'impression que notre centre de gravité n'est plus connecté et tout autour nous semble gris. On se demande qu'est-ce que l'on a fait de mal. Est-ce que l'on aurait pu faire quelque chose de mieux?
Et puis, à un moment donné, certaines personnes perdent espoir et tout devient noir autour d'eux. Alors j'aimerais qu'on donne de la force à ces personnes, parce qu'à ce moment-là, ça doit être dur. Bien, après cette petite histoire qui a dû vous aiguiller sur le sujet du thread, on commence. Récemment, il y a eu une alerte orange. La fille d'Océane lui a demandé ce que signifiait ce bip. Et alors, pour ceux qui ne savent pas, une alerte orange se déclenche lorsqu'un enfant est porté disparu. Si vous recevez des notifications, vous savez de quoi elle vous parle. L'alerte donne parfois des informations comme l'apparence de la victime, ainsi que l'auteur de l'enlèvement, si connu, le lieu, la marque et le modèle du véhicule. Le téléphone d'Océane a commencé à biper un soir, alors qu'elle aidait sa fille à nettoyer sa chambre. Une alerte orange a été envoyée. La fille lui pose donc des questions à ce sujet et elle lui donne un petit aperçu de ce qu'elle reçoit et des dangers qu'elle peut rencontrer. Cependant, cette discussion lui a rappelé des souvenirs de son enfance, où elle a failli être kidnappée quand elle était enfant. Bon, pour être clair, c'est pas un souvenir qui dormait dans son subconscient, mais en discuter avec sa fille le lui a remémoré de mauvais souvenirs. Cet incident, c'est quelque chose auquel elle a déjà réfléchi plusieurs fois, et auquel elle y repense de temps en temps, car elle a 41 ans, donc des années se sont écoulées depuis. Ses parents l'ont emmenée dans une ville voisine pour faire du shopping. Ils vivaient dans une petite ville rurale avec peu de choses à offrir, donc de temps en temps, ils allaient dans une ville voisine à environ 45 minutes de chez eux. Là, il y avait beaucoup plus de choses. Ses parents l'emmenaient là-bas pour faire du shopping pour l'école, manger, puisque les restaurants étaient quand même meilleurs. Et sa mère était artisane. Du coup, elle aimait faire du bricolage, c'était son truc. Il y avait différents magasins d'artisanat et un magasin de tissus. Elle aimait vraiment aller là-bas. Cette fois-ci, il venait spécialement pour aller dans un magasin spécialisé en bricolage. Et en tant que petite fille, elle suppose que tous les endroits semblent grands. Mais ce magasin, il était vraiment très très grand. Son père n'était pas venu à l'intérieur du magasin avec eux, il était resté dans la voiture. Bon, ça lui arrivait souvent de laisser Océane et sa mère aller dans le magasin, et puis lui, il les attendait dans la voiture. Et franchement, elle peut pas du tout en vouloir à son père de ce qui est arrivé. Elle ne se souvient pas exactement de ce que sa mère cherchait ou essayait d'acheter dans ce magasin ce jour-là, mais elle se souvient de la section dans laquelle elle se trouvait. Une zone avec un tas d'étagères avec divers tissus suspendus. Imaginez-vous un petit magasin de vêtements avec des étagères circulaires et des vêtements suspendus autour d'eux. C'est à peu près à ça que ça ressemblait. Océane se souvient que cette zone était vers le début ou l'entrée du magasin. Pendant que sa mère parcourait les étagères, elle commençait à errer. Pas loin, juste assez pour regarder autour d'elle. Elle s'ennuyait un petit peu et elle commençait à se promener un petit peu plus loin. Mais elle avait toujours sa mère en visu et elle était occupée avec quelques étagères. Donc c'était pas comme si elle était à l'autre bout du magasin ou quoi que ce soit. Un homme au hasard, comme ça, s'est approché d'elle et honnêtement, elle se souvient pas d'où cet homme venait. Elle était toute seule ici il y a 1 minute et la minute suivante, elle a levé les yeux et elle a vu ce type. C'était comme si il était arrivé très rapidement et qu'il était sorti de nulle part. Océane a regardé rapidement où était sa mère et elle s'était déplacée un petit peu, mais elle pouvait toujours la voir. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même pas mal de distance entre elles. La voilà donc debout, derrière un support de tissu, avec un type beaucoup plus âgé, en face d'elle, de l'autre côté de ce support. Et l'homme va lui dire « Hé petite fille, est-ce que tu vas bien ?» Elle est restée silencieuse parce que cela la prenait complètement au dépourvu. L'homme lui dit alors « Où sont tes parents? T'es toute seule ici ?» Elle est restée immobile et silencieuse. Mais le gars enchaînait « Allez, viens ici, j'ai quelque chose à te montrer. » À ce stade, l'homme commence à avancer vers elle et il a contourné une sorte de support jusqu'à l'endroit où elle se trouvait. Océane a rapidement commencé à tourner dans l'autre sens, puis il s'est arrêté et il a commencé à faire demi-tour comme pour la rencontrer au milieu. À ce moment-là, elle a pris peur et elle a immédiatement pris conscience que cet homme semblait dangereux et que clairement, il essayait de l'attraper. Du coup, il s'est mis à dire « Allez, viens là !» Elle commence à marcher plus vite sur sa gauche, mais il fait de même. Il a un regard sauvage dans les yeux. Qu'importe la direction qu'elle prend, eh bien il la suivait. Mais rappelez-vous que quelques étagères les séparaient. Et honnêtement, elle était reconnaissante envers ces étagères. Après quelques mouvements de va-et-vient entre elle et cet inconnu, elle voit finalement sa mère et lui crie « Maman, au secours !» Bien sûr, on aurait dit qu'elle avait crié au meurtre, mais au moins c'était assez fort pour que sa mère se retourne. Elle lui crie alors en retour « Qu'est-ce qui va pas ma chérie ?» Il a regardé par-dessus son épaule et il a pu voir la daronne. Et là, son comportement a complètement changé. Il a fait comme si c'était un petit jeu et qu'en fait il jouait avec elle. Il a dit à sa mère « Bah je plaisantais avec votre fille, y a rien de mal madame ». Sa mère vient là où elle était, la prend par la main et l'homme tire son chapeau. Et sa mère et elle sortent du magasin. Elle explique à sa mère que ce type essayait de l'attraper et qu'elle était totalement bouleversée. Sa mère lui a alors dit qu'elle avait fait le bon choix en criant et en attirant son attention. Océane a pensé et pense toujours que ce type avait des intentions néfastes.
Pourquoi un homme plus âgé au hasard comme ça dans un magasin de tissus voudrait jouer et parler avec une enfant? Pas à nous. Petit thread, voilà. Alors l'histoire que je vais vous raconter, c'est une histoire qui est arrivée à Amine il y a environ un mois. Amine, il a 18 ans et il habite dans une petite ville belge. Le gars, il fait genre 1m92 pour 100 kg. Et il a fait de la boxe et du taekwondo pendant 9 ans. Donc techniquement, personne n'ose vraiment lui chercher des noises. L'histoire se passe dans la gare de sa ville. C'est une petite gare et même si c'est la seule de la ville, il n'y a ni guichetier ni voyageurs en dehors des horaires de pointe. C'est vrai qu'elle est assez mal entretenue. Il faut savoir que dans cette gare, les portes se ferment à des heures précises. Entre minuit et 5h du matin, il est impossible d'entrer dans la gare. Et entre 3h et 5h du matin, il est impossible de sortir de la gare. Ce jour-là, Amine sortait d'une journée de fac horrible où il avait eu extrêmement mal au ventre. Il travaille en tant qu'étudiant dans une chaîne de magasins qui reste ouvert jusqu'à 1h du matin. Et ce jour-là, son shift se terminait à 23h45. Il faut savoir qu'étant seul dans le magasin, il lui arrive d'être obligé de refuser des clients parce qu'ils sont trop saouls en fait. Parce qu'ils ont déjà été violents avec le personnel ou parce qu'ils ont déjà été volés. Enfin bref, vous voyez un peu le genre. Ce soir-là, il a dû refuser un habitué qui continue à venir en état d'ébriété, malgré le fait qu'il se fasse remballer à chaque tentative. Le gars avait l'air particulièrement saoul et même peut-être sous substance. Mais étonnamment, pour le coup, il a coopéré. Bon, à la fin de son travail, en rentrant chez lui, Amine a été obligé de se rendre dans la gare en chemin. Puisque, comme je vous l'ai dit, il était vachement malade et il allait se faire dessus avant d'arriver chez lui. En entrant dans la gare vers 23h55, il pensait qu'il allait pouvoir se vider tranquillement et seul. Mais alors qu'il s'apprêtait à rentrer dans les toilettes pour hommes, en face de l'entrée de la gare, il a entendu la porte métallique s'ouvrir et ce fameux client entrer dans la gare. Amine n'était pas spécialement apeuré, mais il a tout de même été interpellé par le fait que le gars avait l'air beaucoup plus sale et ensanglanté que lorsqu'il lui avait refusé l'accès 2 à 3 heures plus tôt. Comme si il s'était battu jusqu'au sang et couché dans la terre. Amine s'est dit que le gars venait peut-être prendre le dernier train ou utiliser les distributeurs de boissons de la gare. Et il est entré dans les toilettes. Il a choisi une cabine et a commencé à faire ce qu'il devait faire. Je vous fais pas une scène. Ayant assez peur de faire des bruits indésirables de personnes malades, il a été le plus silencieux possible. Et c'est à ce moment-là qu'il a entendu la porte des toilettes s'ouvrir. Il savait que c'était le client, puisque désormais les portes étaient fermées. Et il était seulement possible de sortir de la gare, mais plus d'y rentrer. Il l'a entendu traîner ses pieds jusqu'à sa cabine. Il devait y avoir 4 ou 5 cabines dont la sienne. Donc plusieurs autres, à part la sienne, étaient disponibles. Il nous précise que ce ne sont pas des cabines avec un espace en dessous de la porte ou des séparateurs. Donc entrer par le dessous est impossible. À ce moment-là, le gars a commencé à toquer doucement à la porte en disant à Amine de sortir puisqu'il a une envie pressante. Amine lui a répondu qu'il était malade et qu'il était clairement pas prêt de sortir et que de toute façon, il y avait d'autres cabines disponibles. Il suppose que sa réponse ne lui a pas plu puisque le gars a commencé à tambouriner la porte en lui hurlant de sortir de cette putain de cabine et tout de suite. Amine, il a été très surpris au début et puis il a eu peur puisque les portes étant fermées, personne n'allait rentrer dans la gare et entendre que quelqu'un hurlait dans les toilettes. Il était choqué et ne savait pas quoi faire entre ouvrir la porte et se battre avec le gars. De base, il aurait sûrement gagné, mais s'il était armé, ça aurait pu mal finir pour lui. Il pouvait aussi attendre, appeler la police, il a plusieurs options. Le temps qu'il réfléchisse à comment agir, les coups contre la porte et les hurlements se sont stoppés. Il n'a pas ouvert la porte car il n'avait pas entendu la sortie de la gare s'ouvrir pour que le gars sorte et de toute façon, il avait trop peur. Il a bien fait car à peine 1 minute après, il a entendu comme des grattements contre la porte en bois. Le gars a recommencé à lui adresser la parole en disant « Ah, tu vas bien ouvrir la porte un moment, petit chou. Et à ce moment-là, je serai toujours là. » Entre-temps, Amine avait appelé la police et elle est arrivée peu de temps après. Amine avait appelé la police et elle est arrivée peu de temps après un membre du personnel ayant la clé pour ouvrir l'entrée. Le gars a été appréhendé, non sans peine, car il avait un couteau et se débattait beaucoup. Aucun policier n'a été blessé et lorsqu'Amine est sorti des toilettes au signal des policiers, le gars avait déjà été emmené. Les grattements qu'il avait entendus étaient le gars qui avait commencé à faire des lignes sur la porte à l'aide de son couteau.
Amine a appris plus tard que ce gars était assez connu par les forces de l'ordre, puisqu'il s'était fait retirer son permis de conduire pour conduite en état d'ivresse, et il se baladait le long des rails. Bon, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Il aimait se battre avec des sans-abri ou provoquer les passants. Et il s'avère que ce soir-là, il était fortement alcoolisé et sous substance. Il a donné comme raison qu'il en avait marre de se faire refuser dans le magasin. Amine ne sait pas s'il est en prison, mort ou s'il ne l'a juste plus recroisé. Mais en tout cas, il ne l'a plus revu. Voilà, c'est comme ça que se termine son histoire et franchement... C'est horrible parce qu'en fait, Amine, il est malade, tu vois, on sait, il a des problèmes intestinaux, c'est pas cool d'avoir ces problèmes-là, t'as juste une envie, c'est d'aller aux toilettes tranquillement, pépouze. Bon, déjà en plus tu le fais dans un lieu public, moi honnêtement, pas du tout, c'est-à-dire que c'est même pas, j'aime pas du tout, c'est mort, je me retiens comme pas possible. Mais là, bon, il a pas le choix, hein. J'ai l'impression qu'il a une casserole, frérot, hop, il va se faire caca dessus. Voilà, on dit les termes, c'est tant pis, si vous mangez, bon appétit, super, merci d'être corps, ouais, cool. Bref, et le gars, voilà, il y a un mec qui le refuse tout le temps, mais en même temps, frère, je suis désolé, mais t'es mal poli, t'es alcoolisé, t'es sous substance, tu veux venir dans un magasin, t'es pris pour qui là? C'est comment? Tu viens normal? Et puis si tu viens normal, on t'accueillera normalement. Je sais pas. Enfin bref, j'ai l'impression des fois de dire des trucs, c'est juste normal, hein, les gars. Faut pas tuer les gens. Je le savais pas, excusez-moi. Bref, allez, on passe au prochain thread. Alors, l'histoire que je vais vous raconter, elle s'est passée il y a 6 ans quand Octalia avait 20 ans. Elle rentre à la maison après avoir dormi chez son copain. Il est 8 h du matin. Super tôt parce que son copain avait commencé son quart de travail. Et ses parents étaient déjà partis 1 heure plus tôt pour leurs vacances. Elle est donc seule à la maison et elle le sait. Elle rentre à la maison et va directement dans sa chambre pour continuer sa nuit. Mais avant de monter les escaliers, puisqu'il y a 2 étages, elle voit la porte-fenêtre de la cuisine grande ouverte. Elle est surprise mais ne pense pas qu'elle est en danger à l'intérieur de sa propre maison. Il faut savoir que son père est super paranoïaque et il n'y a clairement aucun moyen qu'il ait pu oublier de fermer les fenêtres avant de quitter la maison pendant 2 semaines. Même si elle restait parce qu'elle avait l'habitude de dormir chez son copain la plupart du temps. Mais elle est à peine réveillée, alors elle ferme juste la porte, vérifie la cuisine et le salon juste pour être sûre. Et elle monte dans sa chambre. Il y a 3 chambres au 2e étage. Elle va dans sa chambre, se change, puis va à la salle de bain et retourne dans sa chambre. Elle ferme la porte de sa chambre et ne sait pas pourquoi, parce qu'elle ne l'a jamais fait. Elle est en train de faire défiler son téléphone et environ 5 minutes plus tard, elle entend des pas juste derrière sa porte. Quelqu'un est là, tout le temps, pendant qu'elle vit sa vie vulnérable. Elle est terrifiée, son cœur s'arrête et elle ne peut pas bouger. Elle prend juste la première chose devant elle pour se défendre, son Babyliss, ou Babyliss. C'est un truc pour les cheveux quoi. C'est une marque pour... Enfin je sais pas ce qu'ils font, mais bref, moi le seul rêve que j'ai ce sera pour des cheveux. Elle regarde sa porte, attendant que la personne ouvre et la tue, ou pire. Elle est prête à sauter par la fenêtre et à mourir si elle voit la porte s'ouvrir. Les minutes passent et elle entend la personne dans les escaliers. Elle ne sait pas combien de temps elle reste là, immobile, mais elle finit par appeler son petit ami et il vient la sauver. Au début, elle pense qu'elle est folle parce qu'elle n'a rien vu techniquement et elle ne peut pas croire que cela se produit vraiment. Mais son copain confirme qu'ils ont forcé la porte-fenêtre de la cuisine, donc ils étaient vraiment là. Ils attendaient silencieusement qu'elle s'endorme pour sortir de chez elle. Elle est seule à la maison, se sentant en sécurité, mais ne l'est pas. C'est traumatisant. Elle ne peut presque pas rester seule quelque part sans paniquer aujourd'hui. Elle vit seule et elle a constamment peur que quelqu'un essaye de rentrer par effraction. Mais le pire, c'est qu'ils n'ont rien pris. Le MacBook et les bijoux de sa mère, sa PS4, la console de jeu de son père, tout était si facile à prendre, mais ils ne l'ont pas fait. Elle ne peut pas s'empêcher de penser qu'ils étaient là pour une autre raison. Il faut aussi savoir qu'à cette époque, elle était très active sur Snapchat. Elle postait tous les jours, racontait et mettait en ligne toute sa vie à chaque instant de sa journée. Donc les 5000 followers inconnus qu'elle avait sur les réseaux sociaux savaient tout d'elle à cette époque. Et elle pense que c'est peut-être lié. Depuis, elle a arrêté ses activités sur Snapchat. Pensez-vous que tout ça est lié? Ou est-ce que finalement, elle les a simplement interrompues en rentrant chez elle? C'est comme ça que se termine ce petit thread. C'est bizarre quand même en tout cas, parce qu'ils auraient pu voler des trucs, ils l'ont pas fait, donc est-ce que vraiment c'est le cambriolage? Enfin, genre, est-ce que vraiment elle est arrivée très peu de temps après qu'il soit rentré? Ou vraiment, ils voulaient lui faire du mal,
En tout cas, bah, si c'est ça, heureusement ils sont pas passés à l'acte, hein, parce que la porte, clairement, enfin, tu peux la défoncer. Hein, je veux dire, tu mets quelques coups dedans, c'est une porte de chambre, c'est pas une porte blindée. Donc bon, ont envie, ils peuvent. Donc je pense que heureusement, je pense que c'est peut-être un cambriolage qui n'est pas allé jusqu'au bout. Voilà, tant mieux pour elle. Allez, on passe au prochain thread. Bon, imaginez, vous êtes chez vous, tranquillement, posé dans votre maison. Vous avez des voisins, mais ils sont quand même assez loin de chez vous. Donc, c'est plutôt calme. Vous avez un jardin et dans ce jardin, personne ne peut vous voir et personne ne peut rentrer sans votre autorisation. Mais si la nuit, vous entendiez quelqu'un venir frapper sur la porte de votre cuisine qui donne à ce fameux jardin, auriez-vous peur? Eh ben, c'est ce que je vous propose de découvrir avec cette histoire. Manon, elle a 17 ans quand tout ceci se passe. Et c'est la première semaine du mois d'août. Pour une mise en contexte, elle vit dans un petit village dans le fin fond des Ardennes belges. Sa maison n'a aucun mur commun avec une autre maison. D'un côté, c'est un jardin qui appartient à son voisin et de l'autre côté, il y a un espace sous un carport entre sa maison et son garage. Et évidemment, il y a une barrière. Il y a 2 portes d'entrée à l'avant et une porte-fenêtre à l'arrière dans le jardin. Les parents et frères et sœurs de Manon sont partis en vacances dans le sud de la France. Donc, elle passe une semaine seule chez elle. Elle en profite pour prendre du temps pour elle. La première soirée, elle reste dans le salon jusqu'à tard le soir. Il est à peu près 1h du matin et quelqu'un vient toquer à la porte. Elle a déjà tout fermé à clé, donc elle ne relève pas et va se coucher. Le lendemain, elle est de nouveau dans son salon aux alentours d'1h du matin. Et quelqu'un toque à la porte. Mais pas celle de devant, celle à la porte vitrée derrière, donc techniquement pas accessible depuis la rue. Il faut soit passer par le jardin du voisin qui possède une clôture de plus d'1,60 m ou par l'espace sous le carport où il y a également une barrière et son chien. Sa chienne n'est pas très grosse, c'est un Jack Terrier, une race de chien de chasse assez protecteur. Elle commence à avoir un peu peur et va se coucher, et elle essaye de pas y penser. La nuit suivante, elle fête son anniversaire avec son groupe d'amis. La maison est donc remplie toute la nuit, et elle ne remarque rien de bizarre hormis une des 2 portes d'entrée ouvertes. Le matin, elle en parle avec plusieurs de ses amis, et 2 d'entre eux lui proposent de rester chez elle juste au cas où. Il est 1h du matin et ils sont tous les 3 dans sa chambre. Ils sont en train de s'endormir quand ils entendent un toquement sur la vitre de la porte d'entrée, qui est en bas de ses escaliers, donc la 3e porte. Un de ses 2 amis rompt le silence pour leur demander s'ils ont entendu le bruit. Et forcément, ils lui disent que oui, et ils ont commencé à se sentir vraiment mal. Un de ses 2 amis veut se lever et descendre et sortir pour voir qui est-ce que c'est en bas. Mais Manon lui dit de ne pas faire ça et il décide d'appeler la police. L'opérateur lui dit que la police devrait arriver d'ici 15 minutes. Ils attendent et décident de faire un tour de la maison pour vérifier qu'il n'y a personne au final. Il rentre dans le salon, salle à manger, qui est une grande pièce, et un de ses amis se fige et dit « Moi, je rentre pas là-dedans ». Pour vous décrire son ami, il est assez grand, 1,85 m, assez musclé et normalement pas du genre peureux. C'est à ce moment-là que Manon commence à être vraiment très mal. Ils allument toutes les lampes, ils vérifient tous les étages et les policiers finissent par arriver. Les policiers entrent et vérifient une seconde fois avec eux. Ils leur demandent si elle a de quoi se défendre. Elle a l'arme de service de son père, mais c'est un peu extrême. Alors il lui conseille de prendre son spray au poivre, mais de garder les clés du coffre-fort au cas où. Les policiers lui disent aussi de faire rentrer le chien. Et c'est là que survient un autre souci. Sa chienne refuse de rentrer et elle se cache. Alors que normalement, elle ne loupe aucune occasion pour venir dormir à l'intérieur. Manon essaye de l'attirer avec du jambon, mais elle ne vient pas. Et oui, vous savez, si vous avez un chien, vous savez que s'il vient pas alors que tu l'appâtes avec de la bouffe, c'est pas normal. Elle la coince alors dans un coin et l'attrape. Les policiers trouvent aussi que c'est très bizarre quand même et regardent ses pupilles. Elles ne sont pas dilatées normalement, pas de traces d'empoisonnement, mais elle a clairement été frappée. Les policiers ne peuvent rien faire de plus, alors ils prévoient plusieurs patrouilles durant la nuit. Et la police leur conseille de dormir dans le salon avec le chien. Et c'est ce qu'ils vont faire. Le jour finit par arriver et ses amis finissent par rentrer chez eux. La prochaine nuit tombe et elle commence à angoisser. Sa voisine lui propose alors de dormir chez elle, ce qu'elle accepte directement. La nuit suivante et la dernière qu'elle doit passer avant le retour de ses parents, elle s'enferme à clé dans la chambre de ses parents et s'endort assez tôt. Elle passe une très mauvaise nuit remplie de cauchemars avec une bosse en dessous de son oreiller. Ouais, c'est le spray au poivre. Ses parents rentrent et plus rien n'est jamais arrivé. Elle n'a jamais eu d'explication et il lui a fallu des années avant de pouvoir rester
Ses parents sont rentrés et plus rien ne lui est jamais arrivé. Elle n'a jamais eu d'explication et il lui a fallu des années avant de pouvoir rester seule chez elle la nuit. Et c'est comme ça que se termine ce thread, effectivement. Alors il y a un petit point que j'aime pas du tout, moi je vais pas vous mentir, hein, je suis un amoureux des animaux, donc j'aime pas quand ils dorment dehors en fait, tout simplement. Parce que je peux te dire que moi le petit Cookie, il dort, je mets sa petite couette et tout, tu sais. Ah oui, je suis gaga, ouais je suis gaga, bah bien sûr. Je mets la petite couette, j'ai pas envie qu'il ait froid. Enfin en fait c'est mon, comment vous dire, frère, toi t'as pas envie de dormir dans le froid. Quoi, le chien il dormirait dans le froid. Enfin bref, moi c'est comme ça, je vous le dis, c'est tout. Mais effectivement, par contre, ça aurait pu éviter ça aussi, que la chienne se fasse frapper. Donc malheureusement, mais bien évidemment, on parle pas de ça, enfin, on parle pas de ça. Delcor il parle de ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut. Bref, pourquoi j'épilogue comme ça là? Oh, c'est quoi? C'est comment? Je l'avais dit que j'étais malade un petit peu en début de vidéo, donc ça part en cacahuète. Je suis désolé pour ça, au cas où. Hein. Arrête-toi là en fait. Puisque là, pour cette première histoire, on va avoir l'histoire d'Emmanuelle, une femme de 25 ans. Elle loue une baraque de 4 chambres avec son copain et sa meilleure pote depuis 10 ans, Tracy. À un moment, ils cherchent un nouveau coloc parce qu'il y a une chambre de libre. Mais après ce qui s'est passé, c'est sûr, Emmanuelle n'a plus le droit de gérer ça. Elle est trop naïve et laisse passer des trucs chelous. Bref, voilà comment ça commence. Ils font passer des visites et un type se pointe. Le mec est bizarre dès le début, mais Emmanuelle se dit qu'il est juste un peu excentrique. À un moment, complètement sorti de nulle part, il balance. Je vous promets, je ramènerai pas de méthan ici parce que je ne prends pas de meth. Je déteste ça, les substances ça pourrit le pays. Bon, y a personne qui lui a rien demandé, hein, donc ça met un peu tout le monde mal à l'aise. Mais bon, à part ça, le copain d'Emmanuelle et l'ancien coloc trouvent qu'il a pas l'air si terrible. Et c'est vrai qu'il fait pas vraiment droguer. Il a la peau nickel et il est un peu rondouillard. En fait, Emmanuelle se demande si ce n'est pas elle qu'il prenait pour une toxico. Vu son look, cheveux verts, piercing au septum, 6 autres piercings au visage. Bon, j'ai dû aller me renseigner, le septum apparemment c'est quand tu as le piercing ici. Voilà, comme ça tout le monde apprend des choses. En plus, l'ancien coloc cachait un chat qui faisait puer la maison de pisse et apparemment ça peut rappeler l'odeur de la meth. Donc elle se dit que peut-être il a juste flippé que il soit chelou en fait. C'était ça, sa première erreur. Tracy, elle était pas super chaude, mais vu la galère pour trouver un coloc et les candidats encore plus douteux, eh bien ils ont accepté ce gars. Là, c'est le jour de l'emménagement. Le type débarque avec un vieux monsieur qui devait l'aider. Sauf qu'en fait, il le laisse galérer tout seul avec ses affaires. Même pour monter un frigidaire dans les escaliers. Zéro gêne. Et là, boum, après avoir signé le bail, il leur balance qu'il ne leur a pas donné son vrai nom. Il leur donne le vrai après coup. Le gars n'est pas trans, donc pourquoi un faux nom? Probablement pour esquiver une vérif de casier judiciaire, non? Eh ben, Emmanuelle, elle doit partir bosser. Pendant son shift, Tracy lui envoie des messages. Ce mec, il est bizarre. Mais elle reste super vague, donc Emmanuelle ne comprend pas tout jusqu'à ce qu'elle rentre chez elle. Là, Tracy lui raconte tout. Apparemment, après avoir signé le bail, le type va direct dans un bar de motards pas loin. Mais même là-bas, il réussit à se faire virer avant 21h. Et croyez-moi, se faire virer de ce genre de bar, c'est pas simple. Faut vraiment faire un truc odieux, genre espionner les meufs. Bref, il rentre complètement bourré et il sort. Ah, les mecs là-bas, ils sont sûrement intimidés par moi, je pense, hein. Ouais, bien sûr, ça sent l'excuse de mec qui s'est fait griller à mater où il faut pas. Et puis Emmanuelle avait prévenu le nouveau que le proprio viendrait demain pour faire des réparations. Et quand Tracy lui rappelle, le gars part en vrille. Il devient tellement furax qu'il se met à gesticuler comme s'il allait péter un plomb ou casser des trucs. Tracy, elle flippe tellement qu'elle hésite à réveiller le copain d'Emmanuelle qui dormait dans la pièce d'à côté. Heureusement, le mec finit par se calmer. Et là, Tracy, assise sur un pouf à côté du canapé, les jambes posées sur la coudoir, elle a déjà passé une soirée complètement stressante et c'est que le début avec ce taré. Au début, le nouveau s'installe tranquille sur le canapé. Il commence à lire des poèmes à Emmanuelle, qu'il prétend avoir écrit pour elle pendant 1h30. Et c'est pas des trucs romantiques, hein, c'est juste des délires où il raconte qu'il voudrait que tous les junkies crèvent. Super sympa. Puis il commence à lui dire qu'elle est belle 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ça devient lourd. Et là, carrément, il pose sa tête entre ses jambes. Emmanuelle essaye de l'ignorer, mais lui, il continue en mode « Tu dors ? Tu dors ?» Et à chaque fois qu'elle s'écarte un peu, il se rapproche encore plus. Comme si ça suffisait pas, il commence à l'inviter dans sa chambre pour, soi-disant, boire une bière. Finalement à bout, Emmanuelle se lève et se casse dans sa chambre. Il est 23h et le mec l'a harcelé non-stop pendant 2 heures. Mais attendez, c'est pas tout. Plus tard, elle envoie une photo du gars à sa mère.
Sa mère, un peu inquiète, partage la photo avec des connaissances, vu qu'elles viennent toutes les deux de la même ville que lui. Et là, ça part en cacahuète. Elles apprennent que le type stalke la tante de Tracy depuis 1 an. Il est même banni du bar où elle bosse parce qu'il y allait souvent en menaçant de la kidnapper. La tante doit être escortée jusqu'à sa voiture par les employés et les clients. Là, Emmanuel et Tracy comprennent qu'il faut agir vite. Elles préviennent leur proprio et heureusement, le bail n'est pas encore finalisé. Le proprio accepte de le foutre dehors. Pour se préparer au pire, Emmanuel appelle sa mère en renfort et Tracy fait venir son frère. Le lendemain, le proprio débarque et dit direct au mec qu'il doit partir. Pas de discussion, rien. Mais le gars commence à s'énerver, à devenir agressif. Alors Emmanuel appelle les flics. Quelques minutes plus tard, plusieurs agents arrivent. Ils expliquent au mec qu'il n'a aucun droit ici, pas de bail, faux nom, et il est même pas là depuis 24 heures complètes. Bref, c'est dehors. Le mec doit appeler sa sœur pour qu'elle vienne le chercher. Elle accepte, mais seulement après qu'il lui propose 200 balles. Et encore, elle habite à 20 minutes, pas l'autre bout du monde. Quand il part, il laisse presque toutes ses affaires sur le porche. En entrant dans la chambre qu'il occupait, c'est le choc. Ça pue la clope, il y a un paquet vide par terre, 7 canettes vides de Dr Pepper, des déchets partout et des chaussettes. Et détail très choquant, elle nous dit que les chaussettes ont sûrement servi à faire quelque chose. Bref, je vous laisse à votre imagination. Mais le pire, c'est qu'il a laissé un pantalon bien rempli de pisse en plein milieu du couloir principal. C'est effectivement la première chose que tu vois en entrant dans la maison. Et il les a pas bougés même après qu'on lui ait dit que le proprio passait. Quand il s'est barré, Emmanuel a ramassé ça avec un gant, les a foutus sur le porche avec ses autres affaires. Mais est-ce qu'il va vraiment revenir chercher tout ça? Eh ben, mystère, il est revenu une fois, il a tripoté ses affaires et il est reparti aussitôt. Franchement, Emmanuel est juste soulagé qu'ils aient découvert tout ça avant que le bail soit vraiment signé. Parce que sinon, elle et Tracy auraient clairement pu se retrouver dans une situation bien pire. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce premier thread. Le mec, littéralement, en même pas 24 heures, il a foutu un bordel, mais total. Ah, le mec, tu te dis, mais heureusement qu'elles l'ont jarté parce que, bah, j'en rigole, mais clairement, il aurait pu. Le mec, il stalkait la tante de Tracy. Imagine, il apprend que Tracy, elle est de la famille de l'autre. Et ben, laisse tomber, il va faire n'importe quoi. Le mec est taré de chez taré. Allez, on passe au prochain thread. Alors, juste avant que commence ce thread d'horreur, eh bien n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si tu l'avais oublié, ça soutient énormément. Et si t'es pas abonné, ben n'hésite pas à t'abonner parce que sinon tu vas louper des vidéos. C'est arrivé samedi dernier, donc il y a 2 jours. Anna, 19 ans, est en première année d'université. Elle a quitté une petite ville pour s'installer dans une grande ville. Depuis 2 semaines, elle parlait avec un gars sur Tinder. Il était mignon, sympa et ils avaient plein de points communs. En plus, il disait qu'il avait étudié dans la même université qu'elle. Par contre, il était plus âgé. Il avait déjà un diplôme et était en études supérieures. Ils se sont rencontrés une première fois lundi dernier, il y a exactement 1 semaine pour prendre un café. Anna avait passé un super moment et quand il lui a proposé d'aller boire un verre samedi, elle a accepté avec plaisir. Samedi soir, ils se retrouvent dans un bar local. La soirée se passe bien et ils discutent sans gêne pendant 2 heures. Ils s'entendent vraiment bien. À un moment, Anna doit aller aux toilettes. Mais en sortant, un homme l'attend juste à la sortie. Il l'arrête et lui dit que le gars avec qui elle a mis quelque chose dans son verre. Il lui demande si elle veut qu'il appelle la police. Sur le coup, Anna le remercie, mais elle dit que ça ira, que tout va bien. Elle retourne à sa table, elle aimait vraiment ce gars et voulait croire que l'homme faisait juste une petite blague. Mais en même temps, elle veut pas prendre de risques. Alors, elle décide d'en parler directement avec le gars. Désolé, ça va paraître fou, mais il y a un type à la sortie des toilettes qui m'a dit que t'avais mis quelque chose dans mon verre. Il éclate de rire et dit « Mais c'est quoi ce délire ?» Et ils se mettent à rigoler ensemble. Il a pas l'air sérieux du tout, ce qui la rassure un peu. Anna s'excuse et lui explique qu'elle ne pense pas du tout qu'il aurait fait ça, mais qu'elle se sentirait mieux s'il buvait son verre, juste pour être sûre que l'autre mec lui a raconté n'importe quoi. Elle insiste sur le fait qu'elle est désolée de prendre la situation gênante et propose même de payer les boissons. Le gars répond que ça ne pose aucun problème, mais qu'il doit d'abord aller aux toilettes. Anna attend, mais après 15 minutes, elle commence à se dire qu'il ne reviendra pas. Elle attend encore un peu et au bout d'une demi-heure, elle finit par payer et rentrer chez elle. En arrivant chez elle, elle ouvre Tinder et découvre que le gars a supprimé son compte. Elle se dit qu'il l'a trouvé tellement bizarre qu'il a carrément supprimé l'appli. Mais ça la travaille. Elle décide de rechercher son nom sur Google, rien. Le lendemain, elle va au bureau des archives de l'université et demande si quelqu'un avec ce nom étudie là-bas. La femme qui travaille là-bas lui répond que c'est une information privée qu'elle ne peut pas partager.
Anna pousse un peu et demande si quelqu'un portant ce nom a déjà obtenu un diplôme ici. Après quelques recherches, la femme lui dit que non, personne avec ce nom n'a jamais été diplômé de l'université. Et là, Anna comprend qu'il lui a menti. Il n'a jamais étudié là, ou alors il lui a donné un faux nom. Elle est maintenant convaincue qu'il avait de mauvaises intentions et qu'il avait bien mis quelque chose dans son verre. Elle se dit qu'elle a eu une chance incroyable qu'un inconnu ait remarqué ça. Elle n'ose même pas imaginer ce qui aurait pu se passer si elle l'avait bu. Cette histoire la hante encore. Elle a supprimé Tinder et est soulagée de ne pas lui avoir donné son numéro de téléphone ou bien même son adresse. Il avait proposé de venir la chercher, mais elle avait refusé. Par contre, elle lui a dit bêtement que le café où il s'était vu était à distance de marche de son appartement. Maintenant, il connaît le quartier où elle vit, son prénom, son nom et l'université où elle étudie. Elle ne pense pas pouvoir y faire grand chose, elle doute même qu'il ait donné son vrai nom. Elle finit par dire au gars chelou de Tinder qui m'a menti et qui a probablement essayé de me droguer, j'espère qu'on se recroisera jamais. Et au mec gentil qui m'a prévenu, un immense merci. Clairement, elle a eu une chance que le mec, il ait vu ça. Il aurait pu le voir et se dire bon vas-y, je m'en fous. Il est venu la voir et il lui a dit, il l'a prévenu. Et heureusement, elle aussi a pas été trop con parce que des fois, non mais t'inquiète pas. Bon, elle lui dit, viens on fait quoi? On échange. Elle lui dit, est-ce que tu peux boire mon verre juste pour être sûr, tu sais, tu fais un échange. C'est quoi? Hop, t'es le gars et que t'as rien à te reprocher. Tu fais bon vas-y, hein, glouglou. Et il n'a pas glouglou parce qu'il sait très bien que dans quelques minutes ou je sais pas combien de temps ça met pour agir, mais bouf, blackout, hein, donc voilà. C'est sûr à 100% qu'elle a esquivé, que le mec voulait s'en prendre physiquement à elle. Physiquement plus. Et peut-être même plus après, derrière, peut-être la tuer. Alors pour cette histoire, c'est l'histoire d'une abonnée. Donc déjà un grand merci à toutes celles et ceux qui m'ont partagé leur histoire, puisque sur ce mois de décembre, il y aura des histoires abonnées. Donc voilà. Coucou, j'ai une histoire à te raconter. Alors je commence en POV et puis après je passe à la troisième personne. C'est pas un truc de dingue comme ce que t'as l'habitude de raconter, mais ça m'a bien marqué quand même. Ah, et change mon prénom, hein. Je préfère rester anonyme. Ça j'aime bien quand vous me le demandez, comme ça hop je suis sûr. Comme ça hop, je le change direct. C'est l'automne et Pauline doit aller acheter un truc pour sa mère au magasin. Sa maison est dans une grande rue en forme de Y et elle habite pile à l'angle du Y. Comme d'habitude, elle a son téléphone en main parce qu'elle stresse toujours un peu dehors au cas où. Elle rentre chez elle et là elle voit que les voitures sont bloquées. Elle pige pas pourquoi, jusqu'à ce qu'elle remarque à 2 rues de chez elle un type qui se tient là, en train de montrer son truc, son aubergine, devant les voitures. Forcément, ça la met super mal à l'aise, surtout qu'elle est toute seule. Devant elle, il y a une dame qui marche vite, genre elle trace sa route comme si sa vie en dépendait. Pauline essaye de faire pareil, mais le mec la repère. Et là, catastrophe, il commence à la suivre. Le mec se met à gueuler « Je vais toutes vous baiser, je vais toutes vous baiser !» Pauline flippe et déverrouille son téléphone pour appeler sa mère, mais le mec il pète un plomb. Il commence à lui courir après en criant « Je m'excuse, je suis désolé !» Tout ça en essayant d'attraper son téléphone. Apparemment, il croit qu'il l'a pris en photo. Elle doit ranger son tel parce qu'elle a peur qu'il le lui vole ou le casse. Et si jamais elle avait un vrai souci, elle pourrait même pas appeler à l'aide. Elle hurle alors « Lâche-moi !» Mais lui continue à crier « Efface cette photo ! Efface cette photo !» Pauline, elle comprend rien. Pourquoi elle? À un moment, il jette son casque de moto par terre et recommence à gueuler comme un taré. Pendant ce temps, Pauline essaye de le semer, mais il la suit jusque devant un arrêt de bus. Il y avait des gens là, mais personne ne bouge, pas un pour intervenir. Elle flippe qu'il la suive jusqu'à chez elle. Finalement, il la suit jusqu'à sa rue. Et là, il y a un mec qui les voit, mais il fait rien. Pauline trouve ça tellement absurde, le gars la menace carrément d'appeler la police pour une photo qui n'existe même pas. Elle trouve un moment pour ouvrir la porte de chez elle, rentre vite fait et ferme derrière elle. Peu de temps après, les flics arrivent, mais évidemment, le mec s'était barré. Elle se promet que si elle le recroise, elle appelle direct les flics. Elle est sûre qu'il était carrément sous substance. Il puait tellement fort que ça lui donnait envie de vomir quand il s'approchait d'elle. Avec son TSA, donc trouble du spectre de l'autisme, c'était encore plus dur de rester calme et de pas péter un câble. Voilà, comme elle le dit, elle nous dit que son histoire est pas ouf, mais qu'elle était quand même flippante, surtout sur le moment. Bah non, si je l'ai prise, t'inquiète pas, c'est que voilà, on l'a trouvée intéressante et que franchement, c'est le comble du truc. Le mec est à poil dans la rue, il montre son engin et après il te dit t'inquiète, enlève ta photo parce que il était en mode. Honnêtement, je pense que comme tu l'as dit, il était sous substance, le gars, il était on fire. Quoi.
Chloé, c'est une jeune femme de 22 ans. Et ce voyage, c'est le truc le plus fou qu'elle ait jamais fait de toute sa vie. Elle part rencontrer Tommy, un gars qu'elle connaît à distance depuis des mois et qui habite carrément dans un autre état. Elle en est encore à se demander comment elle a pu accepter cette aventure. Sa première fois en avion, qui plus est, le 22 décembre, quand il fait un froid glacial et que la neige commence à recouvrir tout. Mais Tommy a su la convaincre. Avec lui, tout semble magique, parfait, comme si leur rencontre allait être l'histoire de Noël dont elle avait toujours rêvé. Ah oui, vous connaissez ces petits films là sur certaines chaînes télé, hein, vous connaissez les petits feuilletons de Noël. Je pense qu'elle s'imaginait là-dedans la petite cocotte. Et vous allez voir que c'est pas du tout rose. Bref, ils se sont connus en ligne et pendant des mois, il lui a décrit la vie qu'ils pourraient avoir ensemble. Des voyages, des soirées, des moments inoubliables. Tommy a 28 ans, il est plus vieux, et pour elle, c'est hyper rassurant. Ils parlent de leur futur comme si tout était déjà tracé, et ça l'aide à se projeter. Et même si elle reste un peu méfiante, après tout, on ne sait jamais avec les gens sur internet. Il lui a raconté tellement de belles choses que ça l'a fait rêver. Tu verras, on vivra des trucs de dingue ensemble, lui disait-il. Et elle, ça lui faisait du bien de l'entendre. Elle a cette sensation que ça pourrait être le début de quelque chose d'extraordinaire. Une fois dans l'avion, elle ne fait que penser à lui. Et au moment où ils se retrouveront enfin en face à face. Mais elle est terrifiée, son cœur bat la chamade. Elle imagine toutes sortes de scénarios catastrophes, comme si l'avion allait traverser une tempête ou être frappé par la foudre. Ouais, je sais, je fais hyper bien les effets spéciaux, t'as vu? Mais rien de tout ça n'arrive. Et malgré la neige qui tombe, le vol se passe bien. Elle sent son stress redescendre à l'atterrissage, mais une petite voix lui rappelle que l'aventure commence seulement. À peine sortie de l'avion, elle essaye de repérer Tommy parmi la foule, son ventre noué d'excitation et d'appréhension. Et là, elle le voit, pancarte à la main, avec son sourire un peu en coin. Il est là, exactement comme il l'avait promis. Elle se sent un peu stupide d'avoir autant stressé. Mais en même temps, c'est la première fois qu'elle fait quelque chose d'aussi fou. Il se rapproche, échange un regard, un sourire, et même si elle le trouve un peu plus distant qu'elle imaginait, tout semble aller bien. Le froid dehors la surprend, elle n'était pas du tout préparée à cette température glaciale. Tommy rit en voyant son visage surpris et lui passe son manteau. Elle trouve ça mignon, ils prennent un taxi pour rentrer chez lui. Et pendant le trajet, elle admire les rues enneigées et décorées pour Noël. Les guirlandes, les sapins illuminés, tout ça la met encore plus dans l'ambiance. L'appart de Tommy est simple mais accueillant. Elle pose ses affaires et ils passent la soirée à discuter et à regarder un film de Noël. Par moments, elle a l'impression qu'il est ailleurs, un peu distrait, mais elle met ça sur le compte de la fatigue. Elle est tellement excitée par cette aventure qu'elle décide de ne pas trop y penser pour le moment. Elle se dit qu'elle va profiter de chaque instant et qu'ils ont tout le séjour pour se découvrir pour de vrai. Le lendemain matin, Chloé se réveille avec un mélange d'excitation et d'appréhension. Elle a enfin l'impression de vivre le rêve qu'elle s'était imaginé pendant des mois. Tommy, lui, a l'air déjà bien réveillé. Mais quelque chose dans son attitude lui semble différent. Il ne sourit pas comme hier soir et son regard est un peu fuyant. Elle se dit que c'est sûrement parce qu'il est encore un peu gêné de la voir en vrai. À peine le petit déjeuner avalé, Tommy lui annonce qu'il doit aller bosser aujourd'hui. Chloé est surprise, elle pensait qu'ils passeraient la journée ensemble. Mais avant qu'elle n'ait le temps de poser des questions, il ouvre un placard et en sort un costume de Père Noël, tout rouge avec la fausse barbe et les bottes noires. Elle est aux anges. Elle se dit qu'il va faire le Père Noël pour des enfants, sûrement au marché de Noël. C'est génial, lui dit-elle en souriant. Tommy hoche la tête, sans rien ajouter. Enthousiaste, elle propose même de l'aider à enfiler le costume. Elle ajuste sa barbe, lisse son manteau rouge et rigole en le voyant tout habillé. « T'as l'air parfait pour ce rôle », s'exclame-t-elle. Tommy lui lance un sourire bref, un peu forcé, mais elle préfère ignorer ce petit détail. C'est pas grave, elle se dit qu'il est peut-être simplement un peu stressé de devoir bosser devant elle. Une fois prêts, ils sortent de l'appartement pour rejoindre le marché de Noël à pied. La neige continue de tomber, couvrant les rues d'une couche blanche scintillante. Et Chloé est émerveillée. Partout, il y a des guirlandes, des décorations rouges et vertes, des chants de Noël qui résonnent dans l'air froid. Elle ne peut s'empêcher de penser que c'est le moment parfait, presque trop beau pour être vrai. À chaque coin de rue, elle se sent comme un personnage de film de Noël. Ils ont à peine marché quelques dizaines de mètres quand un type dans la rue interpelle Tommy. L'homme s'approche d'eux d'un pas rapide. Chloé le regarde un peu perdue. Elle se demande qui ça peut bien être. Mais avant qu'elle ne puisse poser de questions,
Elle voit Tommy sortir discrètement un petit sachet de sa sacoche et le passer au type, qui lui glisse quelque chose dans la main en échange. Le gars s'éloigne aussi vite qu'il est arrivé et Chloé, interloquée, se tourne vers Tommy. C'était qui lui ? Elle le fixe mais il garde un air impassible et lui répond d'un ton détaché. T'inquiète, c'est juste un voisin. Elle hésite mais elle décide de ne pas insister. Après tout, ils sont ensemble pour les vacances. Elle veut pas ruiner le moment en posant trop de questions. Ils reprennent le chemin vers le marché de Noël. Chloé essaye de retrouver son enthousiasme et admire les décorations, en espérant que Tommy va se détendre un peu. Elle s'exclame en lui montrant une belle guirlande lumineuse. Regarde comme c'est beau. Mais Tommy ne la regarde même pas. Au lieu de ça, il scrute les environs, comme s'il cherchait quelqu'un dans la foule. Chloé commence à se demander si elle n'a pas raté quelque chose. Peut-être qu'il a un autre souci dont il ne lui a pas parlé. Il s'arrête devant un stand de chocolat chaud. Pendant qu'elle regarde le menu, elle aperçoit Tommy du coin de l'œil en train de faire une autre transaction. Elle cligne des yeux, persuadée de s'être trompée. Mais non, il est là, en train de donner quelque chose à une autre personne qui lui tend de l'argent en retour. Elle reste figée, choquée. Ça ne ressemble pas au Tommy qu'elle pensait connaître. Elle se tourne vers lui et avant qu'elle ne puisse poser la moindre question, il lui tend un paquet de chocolat qu'il vient d'acheter. Tiens, t'as ça chez toi aussi, non ? Fais gaffe à pas trop grossir, hein. Elle reste bouche bée face à cette remarque, à la fois gênante et hors de propos. Pourquoi est-ce qu'il fait comme si de rien n'était ? Elle se sent perdue mais elle décide de ne pas faire de scène. Ils continuent leur chemin dans la foule du marché de Noël et elle essaye de se raccrocher à l'ambiance festive. Mais l'attitude de Tommy devient de plus en plus étrange. D'un coup, un type surgit et bouscule Chloé avant de s'approcher de Tommy et de lui demander s'il a 10 grammes. Chloé, sidérée, se demande de quoi il parle. Du chocolat, sûrement, pense-t-elle pour se rassurer. Mais quand elle voit Tommy sortir un autre petit sachet de sa sacoche et le donner à cet inconnu, elle comprend que c'est pas du chocolat. Le type lui file de l'argent, bouscule encore une fois Chloé et s'éloigne sans un mot. Là, elle est en plein doute. Elle a l'impression que ce n'est pas la même personne avec qui elle discutait tous les soirs au téléphone. Mais elle n'a pas le temps de poser la moindre question. Tommy fonce tout à coup sur un autre gars. Il le plaque au sol et commence à lui hurler dessus. « Eh mon gars, t'as pas payé ce que tu me dois, maintenant tu vas payer. » Le type proteste, mais Tommy sort un flingue de sous son manteau et le pointe sur lui. Là, Chloé ne sait plus où se mettre. Elle a peur, elle est totalement figée. Le type finit par sortir des billets en tremblant et les tend à Tommy. Sans dire un mot, Tommy l'attrape par le bras et se met à marcher plus vite en la tirant derrière lui. Il retourne alors vers une partie plus bondée du marché, mais elle est tellement perturbée qu'elle n'arrive plus à profiter de l'ambiance de Noël. L'image de Tommy en Père Noël avec son arme cachée sous le manteau rouge contraste violemment avec l'insouciance des lumières et des guirlandes autour d'eux. Elle n'en peut plus, elle doit savoir. Elle s'arrête et lui demande d'une voix tremblante. « Tommy, stop, c'est quoi ce délire-là ? C'est quoi ton truc ?» Mais au lieu de répondre, il l'attrape fermement par le bras et la tire dans une ruelle plus sombre, à l'écart de la foule. Il lui murmure sèchement. « Je t'ai dit de pas me déranger quand je bosse. Tout ça, c'est pour nous. Grâce à ce que je fais, je peux t'offrir tout ce que tu veux. » Il désigne le paquet de chocolat qu'il lui a donné plus tôt. « Tiens, tu vois, je t'ai même offert des chocolats. » Chloé, terrifiée, balbutie qu'elle ne veut pas de cette vie-là. Il lui met un doigt sur la bouche. « Ferme ta gueule, je vais t'acheter tout ce que tu veux. Vous, les filles, y a que ça qui vous intéresse. L'argent et la beuteux. » Elle est pétrifiée, mais elle comprend qu'elle doit rester calme. Jouer le jeu, sinon ça pourrait mal finir. Elle acquiesce timidement et feint de demander un chocolat chaud. Tommy se détend un peu et lui dit « Ah, tu vois quand tu veux. Allez, on y retourne. » De retour au marché de Noël, Chloé essaye de dissimuler la terreur qui la paralyse. Elle serre la tasse de chocolat chaud que Tommy lui a acheté, les mains tremblantes. Et elle se force à sourire pour ne pas éveiller sa méfiance. Les stands sont magnifiques, la musique de Noël emplit l'air. Mais pour elle, tout semble soudain surréaliste, comme si elle était dans un mauvais rêve dont elle ne parvient pas à s'échapper. Alors qu'ils avancent, Tommy reprend son travail comme si de rien n'était. Il s'arrête près de chaque stand et change des petits sachets contre des billets. Et il agit avec une désinvolture qui la glace. Chloé commence à saisir l'ampleur de la situation. Elle veut pas y croire, mais c'est évident maintenant. Tommy est mêlé à des affaires louches. Elle se sent trahie, complètement désorientée. Ce n'est pas l'homme qu'elle pensait connaître. À un moment, alors qu'il passe près d'un stand de vin chaud,
Un type à l'air complètement défoncé se dirige vers eux d'un pas vacillant. Avant même qu'ils n'arrivent à leur hauteur, il hurle à l'intention de Chloé. « Eh, c'est combien la pipe? Je sais que t'es la petite chienne de Toto. » Elle reste figée, les mots résonnant dans sa tête sans qu'elle arrive à y croire. Tout ça devient trop pour elle. Mais Tommy a également entendu. Il se tourne vers le type, furieux, et l'attrape par le col. Sans hésiter, il l'amène derrière un stand et le plaque au sol avec une force brutale. Chloé ne bouge plus, terrifiée. Tommy ne se contente pas de l'intimider. Il sort un couteau de sa poche et, sous les yeux horrifiés de Chloé, il le plante dans le flanc du type qui gémit de douleur. C'en est trop pour elle. Elle ne réfléchit pas, elle agit. Elle lâche sa tasse de chocolat chaud, fait demi-tour et se met à courir aussi vite que ses jambes lui permettent. Elle zigzague entre les passants, se cachant dans la foule, le cœur battant à tout rompre. Tout ce à quoi elle pense, c'est mettre le plus de distance possible entre elle et Tommy. Elle finit par apercevoir un stand de crêpes et se faufile derrière, se cachant entre les caisses de produits. Elle sort son téléphone en tremblant et appelle son père. Quand il décroche, elle murmure d'une voix brisée. « Papa, c'est moi, il faut que tu m'aides. Je suis coincée au marché de Noël et... » Elle a même pas besoin d'en dire plus. Il comprend que quelque chose ne va pas et lui demande de rester où elle est. « Ne bouge pas ma chérie, j'arrive. » Quelques minutes s'écoulent. Chaque seconde lui semble une éternité. Elle scrute la foule, s'attendant à voir surgir Tommy d'un moment à l'autre. Puis enfin, après un temps qu'elle pense interminable, des agents de police qui la repèrent et viennent vers elle. L'un d'eux l'attrape doucement par l'épaule et l'emmène en sécurité. Elle est soulagée, mais elle a encore du mal à croire à ce qui vient de se passer. Au commissariat, Chloé fait sa déposition, racontant tout ce qu'elle a vu et tout ce qu'elle a compris de la double vie de Tommy. Elle apprend alors qu'il est en fait un trafiquant de drogue notoire, bien connu des services de police. Ils la rassurent, lui disent qu'elle est en sécurité maintenant, mais elle sait que cette expérience la marquera à jamais. Ils la rassurent, lui disant qu'elle est en sécurité maintenant et que son père ne va pas tarder à arriver. Mais elle sait que cette expérience la marquera à jamais. Alors oui, je dois clarifier des trucs, puisque là tu te dis mais comment ça la police, comment ils ont fait pour venir? Eh bien il faut savoir que son père, il est agent d'une célèbre enseigne, on sait pas laquelle, elle dit juste qu'elle a 3 lettres, donc maintenant FBI, CIA, quelque chose comme ça, ou il y en a peut-être d'autres. Mais bon, en gros, voilà, il a un petit poste quand même, et donc je pense qu'il a passé un petit coup de fil en mode « Vous me trouvez ma fille, sinon je vous jure que je pète un câble. » Après, elle le dit pas, mais je pense que lui, il a pris l'avion en 2-2, en mode Taken en fait, ouais, tout simplement, ça me fait penser à ça. En mode, il s'est passé quoi là? Pour ceux qui ont la ref, Taken, très bon film. Voilà. En tout cas, Thread de fou, qui est en fait une sorte de catfish, hein, si j'ai envie de dire, parce que le gars, il lui a rien dit sur sa vie. J'ai l'impression qu'il lui disait que c'était une vie magnifique, qu'elle aurait avec lui. Ah bah franchement, putain, trop bien, ça a l'air... ouais, le mec, vraiment, et bah super pour elle. J'ai très peur, heureusement qu'elle... Je pense qu'elle était délue à un moment, ça, je te jure, quand elle était là, non, c'est du chocolat. J'étais en mode, mais non, enfin, non. Bah après, moi je le sais forcément, mais elle le sait pas. Je pense que sur le coup, elle était délue, et puis au bout d'un moment, heureusement, elle a bien agi. Elle s'est barrée au bout d'un moment, elle a fait, ouais, c'est quoi ce mec, laisse tomber. Premier jour, techniquement, qu'elle passe avec lui, enfin dans les 24 heures, il plante un mec, il sort un gun, enfin on est où L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle d'une jeune femme qui se prénomme Dorothy. Et elle est là, tranquille, seule dans son centre d'appel. Tout est éteint autour d'elle, sauf ces petites lumières vertes des issues de secours qui clignotent. Elle s'est dit qu'elle n'allait pas tout rallumer, vu qu'elle est la dernière à partir et qu'elle doit juste finir un dossier. Elle est déjà assez fatiguée de sa journée. En plus, Noël approche et le boulot est juste infernal. Des appels sans fin, des clients énervés, bref, elle en peut plus. Mais voilà qu'elle entend son téléphone sonner encore. Elle soupire, un peu agacée. Sérieux, qui appelle à cette heure-là? Elle hésite à décrocher, mais le téléphone sonne encore et encore, jusqu'à ce qu'elle craque et décroche, avec cette voix qui trahit un peu son énervement. Centre d'appel, bonsoir, Becca à l'appareil, en quoi puis-je vous aider? Au bout du fil, ça commence normal, une voix un peu grave, un mec qui dit être le Père Noël. Elle lève les yeux au ciel, encore un qui veut faire son intéressant. Il enchaîne avec une voix un peu étrange, un genre de rire un peu forcé, un ho 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 qui sonne faux. Elle retient un petit rire. Les gens n'ont vraiment rien à faire de mieux visiblement. Elle s'apprête à lui dire qu'elle va raccrocher, mais il commence à parler d'elle. Alors, Dorothy, tu finis tard ce soir? Elle fronce les sourcils, normalement il n'y a que ses collègues qui savent son prénom. Elle regarde autour d'elle comme si quelqu'un pouvait lui expliquer ce qui se passe. Et ce type continue, comme s'ils étaient potes.
Il parle de sa tenue, il lui dit qu'elle est jolie avec son pull gris et ses cheveux attachés comme ça. Là, elle sent un petit frisson lui glisser dans le dos. Excusez-moi, mais vous êtes qui en fait ?» Il ne répond pas directement, il continue calmement, comme s'il avait tout son temps. Puis il glisse quelque chose d'encore plus étrange, un détail précis sur son bureau, là où elle travaille. Dorothy commence à se sentir vraiment mal à l'aise. Ce n'est pas juste un gars qui fait une blague. Ce type sait des choses, trop de choses même. Elle se redresse sur son siège, regarde autour d'elle comme si quelqu'un pouvait surgir de l'ombre. Mais rien, juste le silence du centre d'appel désert et ces fichues lumières vertes qui clignotent. Le mec continue de parler, toujours de cette voix calme et un peu moqueuse. Sauf que elle ne rit pas du tout. Dorothy raccroche, son cœur bat un peu plus vite que d'habitude, mais elle essaye de rester calme. Elle se dit que c'est peut-être juste un collègue qui lui fait une blague tordue, un mec qui s'ennuie. Elle reprend son dossier, tape quelques lignes sur son clavier, mais elle n'arrête pas d'y penser. Qui que soit ce type, il en savait un peu trop. Trop pour un simple client perdu ou un collègue farceur. Puis le téléphone sonne encore. Cette fois, ça la fait sursauter. Elle hésite à répondre, mais sa main se tend toute seule, comme si elle n'avait pas le choix. « Allô ? Dorothy, tu comptes raccrocher combien de fois avant de m'écouter pour de bon ?» La voix est la même, ce ton calme et étrangement familier. Ils parlent comme s'ils étaient en train de discuter d'une soirée entre potes, sauf qu'elle ne le connaît pas. Elle le jure, elle n'a jamais entendu cette voix de sa vie. Elle essaye de jouer la carte du détachement. « Écoutez, je sais pas qui vous êtes, ni ce que vous voulez, mais là, vous commencez à me saouler. Donc soit vous avez un problème, soit j'appelle les flics. » Mais il rigole doucement, pas un vrai rire, plutôt un rire froid, du genre qui fait monter un peu plus la tension dans le creux de l'estomac. Les flics ? Allez, tu sais aussi bien que moi qu'ils arriveraient bien trop tard, Dorothy. Elle reste silencieuse, comme figée. Ce qu'il vient de dire, il le dit comme s'il était sûr de lui, comme si cette simple phrase avait été pensée pour la secouer. Et ça marche en fait. Elle jette un coup d'œil autour d'elle, vérifie les coins sombres, les ombres qui s'étirent sous les bureaux. Tout est vide, ou du moins, c'est ce qu'elle croit. Elle entend sa respiration qui s'accélère un peu, son souffle qui devient plus court. Elle n'est plus si sûre d'elle. Ce gars, il en sait trop. Et surtout, il parle comme s'il savait exactement où elle était. « Je sais que t'aimes pas les fêtes, Dorothy, que tu préfères travailler tard, au calme, pour éviter de rentrer chez toi. Je sais que t'as un peu le gris aujourd'hui, et que tu regardes sans arrêt autour de toi, à chercher qui te parle. Mais tu devrais pas trop bouger. Je t'assure que je te vois très bien, de là où je suis. » Un frisson glacial lui remonte le long du dos. Elle se lève d'un coup, claque son ordinateur et prend ses affaires. Elle veut partir, elle n'a aucune idée de ce qui se passe. Mais ce type n'est pas en train de blaguer. Elle fait quelques pas rapides vers la sortie, mais quand elle pose sa main sur la poignée, elle est verrouillée. Pas moyen de l'ouvrir. Elle tourne la poignée, tire de toutes ses forces, mais non, rien. « Quoi ? Tu pensais vraiment que j'allais te laisser partir comme ça ?» Le son résonne dans toute la pièce, fort et clair, comme s'il était juste à côté d'elle. Elle se retourne, scanne la salle avec un regard paniqué, mais rien. Le silence s'installe, lourd, pesant. Elle a du mal à respirer. Dorothy reste plantée là, la main toujours crispée sur la poignée verrouillée, comme si un miracle allait se produire et que la porte allait s'ouvrir. Mais non, rien. Elle tire une dernière fois avant de lâcher, essoufflée. Sa respiration s'accélère encore. Elle est coincée et ce type, il la surveille quelque part, tout près. Elle se répète de rester calme, de réfléchir, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Les seules lumières, ce sont les petites issues de secours qui clignotent en vert. Et ça jette des ombres partout autour. Les bureaux et les cloisons semblent plus sombres, presque menaçantes. Elle se mord la lèvre, essaye de se convaincre que ce n'est qu'une mauvaise blague, qu'elle rêve et qu'elle va se réveiller. Soudain, un bruit, un grincement, quelque part au fond des bureaux, vers la salle de repos. Elle sursaute, son cœur rate un battement. C'est léger, mais assez pour qu'elle sache qu'elle n'est plus seule dans les locaux. Elle serre les poings, ses yeux fixés sur l'obscurité. Elle se glisse derrière une rangée de bureaux, le dos collé contre un meuble. Si elle bouge, il va l'entendre. Il faut qu'elle fasse le moindre bruit possible. Elle tente de ralentir sa respiration, de ne pas faire craquer le sol sous ses pieds. Lentement, elle avance entre les bureaux, ses pas à peine audibles. Chaque bruit, chaque craquement la fait sursauter. Elle jette un regard rapide par-dessus un bureau, mais rien. Juste des ombres, des formes floues. Elle a l'impression que tout l'observe, que chaque objet est complice de ce qui se passe. Et là, un autre bruit, plus proche cette fois. Un pas lourd qui résonne sur le carrelage du couloir principal. Dorothy sent la panique monter encore d'un cran. Elle se blesse, glisse sous un bureau et retient son souffle. Elle est tellement tendue qu'elle pourrait entendre son propre cœur battre.
Le silence retombe, elle reste cachée, chaque muscle de son corps crispé. Puis elle le voit, une silhouette qui passe lentement devant le bureau où elle est cachée. Juste des chaussures et un pantalon sombre. Mais c'est assez pour lui glacer le sang. Elle plaque sa main sur sa bouche pour ne pas crier. L'homme s'arrête juste devant elle. Il reste immobile, comme s'il sentait sa présence. Puis, après ce qui lui semble une éternité, il reprend sa marche. Ses pas lents et lourds résonnant dans le silence. Elle attend quelques secondes encore, puis elle rampe hors de sa cachette, son regard fixé sur la silhouette qui s'éloigne. Elle sait qu'elle doit bouger, elle doit trouver un autre endroit où se cacher, ou mieux, un moyen de sortir d'ici. Dorothy avance à quatre pattes, essayant de rester le plus silencieuse possible. Ses mains tremblent et chaque mouvement lui coûte. Elle a l'impression que le moindre bruit pourrait trahir sa position, que le simple fait de respirer pourrait l'amener à elle. Elle pense aux portes de secours, mais se rappelle que le type a verrouillé toutes les issues. Aucun moyen de sortir. Elle se hisse doucement dans le couloir et se glisse vers les toilettes. C'est le seul endroit où elle pourrait vraiment se cacher un moment, à l'abri des regards. Elle ouvre la porte doucement, mais elle n'a pas le temps de la fermer derrière elle. Un craquement retentit bien plus proche cette fois-ci, comme un pas juste au coin du couloir. Elle retient sa respiration, écoute, et il est là. Elle ferme doucement la porte des toilettes et va se réfugier dans l'une des cabines, celle tout au fond. Elle verrouille la serrure et se baisse, ses genoux collés au carrelage glacé. Elle se mord les lèvres, sentant l'angoisse monter en elle comme un poids insupportable. Elle entend des pas dans le couloir qui s'approchent, ils sont lents, presque calculés, comme si l'homme prenait tout son temps pour savourer ce moment. Le silence, un instant, elle se demande s'il est parti. Mais elle entend la porte des toilettes s'ouvrir lentement. Il est là, à quelques mètres d'elle. Elle le sait, elle le sent. Elle se tasse contre la paroi de la cabine, espérant qu'il ne la trouve pas. Elle n'ose même pas regarder par-dessous la porte, de peur de croiser son regard. Les pas se rapprochent, une porte de cabine s'ouvre, puis une autre. Il est en train de fouiller chaque cabine, une par une. Dorothy ferme les yeux, espérant que par miracle, il passe son tour. Elle retient son souffle au maximum, chaque fibre de son être tendue vers l'unique but de rester silencieuse. Quand il arrive devant sa cabine, les secondes semblent s'étirer à l'infini. Il semble hésiter, s'attarder devant la porte, comme s'il savourait le suspense. Dorothy sent son cœur battre si fort qu'elle craint qu'il ne l'entende. Elle retient un sanglot, terrifiée à l'idée qu'il la trouve ici, seule et sans défense. Et puis, finalement, il s'éloigne. Elle entend ses pas sortir des toilettes et le silence retombe. Lourd, presque oppressant. Elle attend quelques secondes encore, puis ose enfin respirer. Elle ne peut pas rester là indéfiniment. Il finira par revenir. Elle se redresse doucement, déverrouille la porte de la cabine et sort sur la pointe des pieds. Elle doit trouver une solution pour sortir, ou au moins se cacher ailleurs. Dorothy sort des toilettes, chaque muscle de son corps tendu, prête à réagir au moindre signe de danger. Le couloir est vide, mais l'ambiance est lourde, chargée de cette peur qui ne la lâche pas. Elle sait qu'elle doit être rapide, trouver un moyen de semer cet homme avant qu'il ne revienne. Elle se dirige vers l'open space, se glissant entre les bureaux avec précaution. Elle repère une issue potentielle, une petite porte au fond qui mène aux archives. Si elle arrive à se faufiler dans cette pièce et à se cacher parmi les étagères, elle pourrait gagner du temps, peut-être même trouver une sortie qui donne sur l'arrière du bâtiment. Elle avance rapidement, son souffle court quand un bruit derrière elle la fait sursauter. L'homme est de retour dans le couloir, ses pas résonnants, lents et lourds. Dorothy accélère, ses pieds frôlant à peine le sol. Elle se faufile dans la pièce des archives, ferme doucement la porte derrière elle et se cache entre deux étagères remplies de vieux dossiers poussiéreux. Elle tente de calmer sa respiration, mais c'est impossible. Elle a bout de nerfs, épuisée, mais l'adrénaline la pousse à tenir bon. Elle entend la poignée de la porte qui tourne. Elle retient un cri de panique. Il est là, dans la pièce. Les pas résonnent sur le sol bétonné, s'approchent lentement. Dorothy se baisse, se glisse plus profondément entre les étagères, son dos appuyé contre des boîtes d'archives. Elle voit les ombres de ses pieds apparaître dans son champ de vision. Il est à quelques mètres, fouillant entre les rangées. Soudain, un bruit de boîte renversée. Dorothy se plaque au sol, rase le béton froid. L'homme s'est arrêté, comme s'il avait entendu quelque chose. Il reste là, immobile, écoutant le moindre son. Elle sait qu'elle doit bouger avant qu'il ne la trouve. Prenant une grande inspiration, elle rampe sur le côté, se dirigeant vers le fond de la pièce. Elle voit une petite porte de service, à peine visible entre deux étagères. Elle se relève doucement, presse la poignée, ouvre la porte en essayant de ne pas faire de bruit. Mais un grincement aigu retentit et elle sait que c'est trop tard. L'homme a entendu,
Elle entend ses pas précipités derrière elle. Il la poursuit. Elle se met à courir, traverse un couloir sombre, glissant sur le sol humide. Ses pieds dérapent, mais elle continue, portée par la peur. Elle arrive dans un autre open space où les bureaux sont disposés en labyrinthe. Elle se cache derrière un bureau, puis un autre, essayant de semer son poursuivant. Elle l'entend entrer dans la pièce, respirant lourdement, ses pas résonnant sur le sol. Elle se glisse sous un bureau, retenant son souffle. Il passe tout près, inspectant chaque recoin, chaque cachette. Dorothy se déplace encore, rampe d'un bureau à l'autre. Elle sait qu'il finira par la trouver si elle reste immobile trop longtemps. Alors, elle décide de prendre un risque. Elle saisit une chaise et la pousse de toutes ses forces, la faisant glisser de l'autre côté de la pièce. Le bruit attire immédiatement l'attention de l'homme qui se précipite dans la direction opposée. Profitant de la diversion, Dorothy se lève et court en direction de la sortie de secours. Mais en arrivant, elle réalise que la porte est toujours verrouillée. Elle s'acharne dessus, frappe, tourne la poignée, mais rien n'y fait. Derrière elle, elle entend les pas revenir, plus proches, plus rapides. La panique envahit chaque centimètre du corps de Dorothy. Les bruits de pas se rapprochent de plus en plus rapides, plus féroces. Elle est acculée, mais au fond d'elle, quelque chose se réveille. C'est comme une bouffée d'air frais, une idée, un plan. Elle n'a plus le choix, elle doit se battre pour sortir. Ses yeux balayent la pièce, cherchant une issue. La porte de secours, toujours verrouillée. La fenêtre, peut-être trop haute pour sauter sans se faire mal. Mais alors, un bruit métallique se fait entendre. Une des fenêtres à l'arrière de l'open space est mal fermée. Un battant qui s'est coincé dans un coin. Elle peut à peine y croire, mais c'est sa chance. Elle se précipite vers la fenêtre, l'ouvre en force, espérant que personne ne l'entend. Le vent froid s'engouffre instantanément dans la pièce, mais Dorothy n'a pas le temps de réfléchir. Elle grimpe sur le rebord de la fenêtre, attrape le cadre et se jette dehors. Ses jambes touchent le sol avec un choc sourd et elle se retrouve dans l'obscurité, sous la lumière de l'enseigne du parking désert. Le froid mord sa peau, mais elle n'a même pas une seconde pour ressentir la douleur. Elle regarde autour d'elle, tout est silencieux, trop calme. L'homme est resté à l'intérieur, ou alors il est trop loin pour la suivre. Elle court à toute vitesse, ses pas se répercutant sur le béton du parking. Elle n'ose même pas se retourner, de peur de voir sa silhouette se profiler dans l'ombre. Elle dépasse les rangées de voitures, contourne des camions et se précipite vers la sortie du parking. La bouche sèche, les mains tremblantes. Mais elle ne ralentit pas. Elle force sa jambe, pousse son corps au maximum, même si la douleur commence à lui picoter dans les mollets. Le froid du soir lui brûle les poumons. Elle n'a pas d'autre choix que de continuer. Enfin, elle aperçoit la rue principale au loin. Les lumières des réverbères lui semblent être un phare, un signe qu'elle va s'en sortir, qu'elle va enfin être à l'abri. Elle accélère encore jusqu'à ce qu'elle touche le trottoir. Elle a l'impression d'être dans un autre monde, comme si elle venait de fuir l'enfer. Elle est dehors, elle est libre. Mais juste au moment où elle prend une grande bouffée d'air, un rire profond et rauque parvient à ses oreilles. Une voix familière et glaciale. « Tu crois vraiment que t'es en sécurité, Dorothy ?» Elle se fige. Non, c'est pas possible, c'est pas lui. Elle se retourne lentement, le cœur battant dans sa poitrine. Mais il est là, son ombre s'allongeant sous la lumière des réverbères. Il la regarde, un sourire effrayant sur les lèvres. « Tu as eu de la chance cette fois, mais je reviendrai l'année prochaine. Dorothy, je reviendrai. » Il dit ça d'une voix douce, mais avec une menace si claire qu'elle en frissonne. L'homme, ou ce monstre déguisé en homme, s'éloigne lentement, disparaissant dans la nuit, emportant avec lui une promesse de terreur à venir. Dorothy reste là, regardant dans la direction où il est parti, ses jambes fléchissant sous le poids de l'épuisement, mais aussi de la peur. Elle a réussi à s'enfuir, pour l'instant, mais elle sait au fond d'elle qu'il reviendra l'année prochaine, et peut-être même avant. Elle serre les poings, prête à tout pour survivre à cette folie. Mais pour l'instant, elle est hors de danger. Elle commence à avancer lentement, sans se retourner, le ventre noué. Elle a gagné une bataille, mais la guerre n'est pas terminée. Après ça, elle a contacté la police qui sont venus sur les lieux. Mais il n'y avait aucune empreinte ni signe de cet homme. Les caméras ont été coupées. Juste l'enregistrement de la conversation avec lui au téléphone prouve à tout le monde qu'elle n'est pas folle. Mais les enquêteurs n'ont rien trouvé d'autre, même après 8-9 mois d'enquête. Et à ce Noël, elle a peur qu'il revienne pour finir ce qu'il avait commencé Noël dernier. C'est pour cela qu'elle va rester avec sa famille, pour se protéger, même si elle n'aime pas ça en vrai. Voilà pour ce petit thread de Noël, j'espère que vous l'avez kiffé quand même, petit thread de Noël, hop ça commence, il va y en avoir un petit peu plus, vous inquiétez pas. D'ailleurs, si jamais il vous arrivez un thread pour Noël, enfin dans la période hivernale vraiment bien Noël comme très rapproché, bah vous n'hésitez pas, delcorstory@gmail.com. Bon même si c'est un truc pas Noël, j'avoue en ce moment, un petit truc Noël ça pourrait être bien. Bref, j'espère que vous avez kiffé ce thread, si c'est le cas vous connaissez un petit pouce bleu et un abonnement.
Si jamais t'en veux plus, je t'invite à cliquer sur l'une de ces 2 vidéos là parce qu'il y en a quand même beaucoup, je rappelle. Allez, en attendant demain, prenez soin de vous, ciao les petits potes.